Émission 892. Cette semaine, The Power Fantasy Volume 1. En direct de Montréal, Québec, Canada. Vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. L'ensemble. Benoît Mercier au micro, et cette semaine, je suis entouré d'une équipe dont les membres sont super. Oh, what ils font? Qui prend à l'instant. Le premier, vous ne voulez pas savoir c'est quoi son super pouvoir. Le cinéaste Yoann Carl Wissel est avec nous. Salut Yoann. Mon super pouvoir, c'est que probablement on me graisse puis on me rentre comme dans les conduits d'aération pour infiltrer. Oui, c'est vrai. On parlait de pilosité avant qu'on commence l'émission, après le show. Puis je me souviens d'une époque où on se disait que toi et moi, on allait faire l'équipe de super-héros la plus lame ever. Toi, t'étais le chauve, puis tu parlé de ça récemment, d'ailleurs? Je pense dans une des émissions, on le répétera pas. Non, c'est ça. Je peux toujours refléter le soleil avec mon crâne et tralala. Puis moi, j'ai une plaque ça, genre. Fait que c'est ça. Hey, salut tout le monde. Je suis bien content que tu sois là, Yoann. Je suis très heureux d'être ici. Sais-tu pourquoi je suis content de ce cycle, si on peut dire, de ton retour? Parce que j'apprends toujours plein d'affaires. Tu m'apprends plein d'affaires, genre sur le domaine des jeux vidéo, puis tes réflexions sont bonnes. Merci. La plupart du temps. Oui. Puis t'as un showmanship que j'aime bien. Donc je vais te le dire, tu vois, je l'ai pas inventé, je l'ai même noté sur ma feuille. Oh my God! Ne pas oublier de dire à Yoann que j'aime quand il est là. Oh là, tu m'amènes des petites émotions. C'est correct. Parfait, c'est ça. Donc on va parler en fin d'émission de The Power Fantasy. Hey, je viens de remarquer que je t'ai même pas demandé de façon subtile avant l'émission si t'avais aimé ça ou pas. C'est vrai, on n'en a pas parlé. Non, habituellement, on s'en parle un petit peu, très peu, mais on s'en parle un petit peu. Toi, t'as-tu aimé ça? On va parler en fin d'émission. On garde le mystère pour les gens à la maison. On est coquins. C'est ça le showmanship. Oui. Faut toujours laisser les gens nous désirer un petit peu. Donc, on va parler de nouvelles, on va parler de culture pop. Pour les gens d'ailleurs qui découvrent l'émission, ça fait 19 ans que le show existe. Ça va faire 20 ans en janvier 2026. My God. C'est débile. Donc, on a commencé ça à la radio web de l'UQAM jadis, qui faisait même pas du podcast. C'était des épisodes laissés sur le site directement. Le podcast est arrivé par la suite. Puis on a déménagé il y a presque, ça fait pas 10 ans qu'on est parti, peut-être 7-8 ans à peu près. Ça fait longtemps qu'on est parti. Je sais pas, le temps fait plus de sens pour moi, donc je vais dire 10 ans. Ça va faire peut-être 10 ans l'année prochaine. Ça se peut qu'on a fait 10-11 ans à la station où on était. Puis donc, il y a plein de gens autour du show qui gravitent autour du milieu de la bande dessinée, du cinéma. Tels des satellites. Exactement. Donc voilà, restez avec nous. Si c'est la première fois que vous écoutez le show, vous allez peut-être trouver votre compte. On est geek, mais on est accessible, je pense. Oui. On est fonctionnel, on paye nos impôts. On n'est pas de ces geeks gatekeepers qui protègent leur clôture. C'est le premier Batman que vous avez lu cette semaine. C'est correct. C'est correct. Bienvenue. C'est ça. Exactement. Assis-toi. Oui, tu fais partie de nous maintenant. Exactement. À part si tu n'as vraiment pas aimé ça, c'est le dernier que tu vas lire. C'est ça. Puis même là, peut-être que quelqu'un qui n'aime pas Batman, il va peut-être trouver son compte dans d'autres choses. Ben oui. L'univers de la geekness est immense. Très vaste. Regarde, ça fait 20 ans qu'on en parle, donc c'est normal que c'est vaste comme ça. Veux-tu commencer les nouvelles, s'il te plaît, Yoann? Oui. Là, je ne sais pas par quoi tu vas commencer, mais j'ai l'impression que la Switch 2 fait partie de éventuellement, il va falloir en parler. On peut commencer là-dedans, mais il me semble que c'est un gros bloc. Vas-y, quelque chose pour te réchauffer. Oui, OK, correct. À quoi tu joues, toi, ces temps-ci? C'est une bonne question, Yoann. Je te l'ai montré juste avant l'émission. Oui. J'ai commencé Hollow Knight, parce qu'il y a 2 semaines, quand tu es venu, tu as name droppé Hollow Knight, et je l'avais sur Switch, la première Switch. Oui. J'avais pas trop avancé le jeu. C'était un genre d'achat de pandémie, là, tu sais, quand je voulais dépenser de quoi, là, pour me sentir vivant. Une petite dose d'endorphine. C'est ça. J'avais pas compris trop la mécanique. C'est pas le genre de jeu pour lesquels j'ai une grande affection, les Metroidvania. Et là, t'en parlais il y a 2 semaines. Il est gratuit sur Game Pass. Yep. Je l'ai installé en fin de semaine comme ça au hasard, et je suis tombé dedans, mon ami, là. Je découvre mon plaisir. T'sais. En même temps, je sacre beaucoup. C'est pas un jeu facile. Non. Détrompez-vous, là, ne vous faites pas avoir par le côté enfantin style dessin animé. C'est un jeu qui demande des réflexes. C'est un jeu qui demande aussi beaucoup de mémoire parce que la carte est immense. Le lore est vraiment immense aussi. Ça fait que ça a l'air d'un jeu très de surface, mais en fait, il est excessivement rempli de volume. Il est vraiment bon. Je te montrais un peu les combats tantôt. C'est pas facile. Il faut de la précision. Il faut une certaine stratégie. Tu peux pas juste rentrer dans le tas. Puis dans le temps, quand j'avais joué sur la Switch, c'est ça que je faisais.
j'avais pas la patience pour jouer à ce jeu-là. Mais tu sais, c'était pendant la pandémie, on était tous un peu plus agressifs. Oui, je pense bien. Vaguement. Mais donc là, je suis dans le mood, mais je sais que c'est le genre de jeu qu'il faut que je continue puis que je lâche pas la patate, comme on dit. Parce que sinon, je vais oublier où est-ce que je suis puis où est-ce que je m'en vais. La map n'a pas rapport. Ah, elle est immense. Ouais, immense. Ouais. Puis là, tu disais que le 2 s'en vient, qui est attendu depuis 7 ans. Et on se posait des questions, quand est-ce que ça va sortir? Quand est-ce que ça va sortir? Et pendant la présentation de Switch 2, il y a eu une petite présentation de Silksong. Qui est la suite. Qui est la suite. Ouais. Et ils ont dit... sortie 2025. C'est cette année, là. Il reste 7-8 mois. 7-8 mois. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Même si c'est décembre, c'est cette année. Mais ils n'ont pas le choix. Ils peuvent tout à fait repousser la date comme c'est déjà arrivé. C'est jamais arrivé dans l'industrie du jeu vidéo qu'on repousse une date de sortie. Mais là, je me dis, avec 7 ans de développement, j'ai l'impression qu'ils peuvent pas... À un moment donné... ton studio a beau avoir les reins solides monétairement. Un moment donné, ton coût d'investissement, les millions que tu mets par année en développement, juste en salaire de tes employés, c'est trop, ça va devenir trop risqué. C'est que le nombre de ventes et de copies... Ils ne pourront pas rentrer dans leur argent. Même s'il est ultra super entendu, ça reste que c'est un risque. Ouais, j'ai travaillé pour une compagnie de jeux vidéo qui était rentrée un peu dans cette... Dans ce... Ouais. Ben, c'était géré par des cons. Donc, ça n'a jamais fait son argent, en fait. Non. Mais c'est quelque chose qui est dur à gager, je pense, pour tous les studios. Surtout quand ton premier jeu a été un si gros succès, puis là, tu en fais une suite directe. Ça vient avec un lot de stress. Tu dois être en train de douter de tout ce que tu fais, de dire, est-ce qu'on peut pas pousser ça plus loin? Puis c'est correct d'avoir ces réflexes-là, mais en même temps, est-ce que ça ralentit la production? Ah ouais, à quel point ça ralentit la production, c'est sûr. Ouais, donc, ça serait cette année, et bonne nouvelle, ça serait non seulement sur la Switch 2 et la PlayStation 5, mais il sera dès la première journée sur Game Pass. Voilà. Et oui. Donc, vous pouvez l'acheter sur votre console de choix ou l'avoir avec votre abonnement. Et on vous rappelle que Yoann n'est pas représentant de Microsoft, mais c'est grâce à lui. C'est grâce à toi que j'ai installé Hollow Knight, puis j'ai donné une deuxième chance et je suis très satisfait pour l'instant. Ça fait plaisir. Là, je vais essayer d'y continuer. Là. Moi, mon problème, c'est que j'abandonne des jeux. Genre, je fais ça. Je joue beaucoup, des fois à 95%. Puis on dirait que le pourcentage qui reste, je sais pas c'est quoi psychologiquement ça veut dire sur moi, mais je l'abandonne, puis je pense à ma mère. Non, mais je l'abandonne. Puis, ouais, c'est ça. Mais pour l'instant, j'ai du fun, pour vrai. Je me fais chier, mais j'ai du fun. Puis, avant, j'avais ce problème. Ça m'est arrivé souvent d'abandonner des jeux à la fin, mais là, je finis la plupart de mes jeux. Puis, avant, je culpabilisais de ne pas l'avoir fini. Ouais. Mais c'est pas grave. Oui, il y a d'autres choses à faire. Nous, c'est pas comme si on manquait de divertissement. Oh my God, on a tellement de jeux qui sortent à chaque mois que t'as pas besoin de toutes les finir. Si tu as eu ton plaisir avec le jeu, tu n'as peut-être pas besoin de voir la scène finale. Tu as déjà eu l'expérience du jeu, tu as déjà eu du plaisir, tu n'as pas besoin de le finir. Exactement. Et d'ailleurs, on va en profiter pour plugger la sortie d'un jeu demain sur Game Pass. Mais oui! Qui est un jeu québécois. Et que vous pouvez préinstaller déjà. Oui. South of Midnight, qui est développé ici. Et dont 2 membres du Discord ont travaillé activement dessus. On les salue. Ça, on devrait essayer, peut-être voir s'ils ont... Ah, mais non, avec la sortie, ils n'auront pas le temps de venir... Même s'ils viennent, je pense pas qu'ils peuvent parler au nom du studio. C'est des développeurs, c'est pas des producteurs ou des représentants du studio. Ça peut être compliqué pour eux autres. Ça peut être... Ouais, puis tu sais, pour vrai, moi, ce genre de jeu-là, je veux y jouer avant de pouvoir en parler. Mais j'ai vu les critiques qui sortaient pour l'instant. Des très belles critiques. Ça a l'air solide, surtout au niveau artistique. Ça a l'air malade. C'est superbe. Je trouve que l'idée de faire de la fausse stop motion, je trouve ça super beau. Moi, esthétiquement, ça, je trippe bien raide. Ouais, ça fait penser Lego Movie un peu. Là. Comme s'il manquait des frames. Hein. Ah, moi, j'adore ça. Les créatures sont superbes. L'univers est superbe. Ça se passe en Nouvelle-Orléans, mais un genre de Nouvelle-Orléans twisté. De la magie, c'est ça. Et le soundtrack du jeu est très, très lié à qu'est-ce que tu joues. Et le soundtrack, il est incroyable. Il est tellement Qu'est-ce que tu veux dire? La bande originale s'adapte en fonction du gameplay? Exactement. Okay. Et on dirait que les chansons qu'ils ont écrites
vont avec le sentiment de qu'est-ce que tu vis à travers le jeu. Le soundtrack a l'air incroyable. Ben, il est incroyable parce qu'il est sorti sur Spotify. Je vous conseille d'aller l'écouter. Tu l'as écouté un peu? Oui, énormément. Wow. Je l'ai écouté au moins une fois par jour, tous les jours. Je le trouve excellent, le soundtrack. Okay. Oui, donc, vous pouvez le préinstaller comme ça, vous êtes prêts demain. Demain, il va être installé, là. Il est déjà. Donc, supportez du beau travail fait ici avec des gens très sympathiques. Ouais. Puis, ça marche beaucoup aussi comme ça, Game Pass. C'est que si vous installez le jeu et vous jouez, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Microsoft porte attention à ça. Ah, ce jeu-là a été populaire, il a été joué. Ça fait que ça donne une chance à ce studio-là d'avoir des meilleurs budgets, de faire plus de jeux. Ça fait que vous allez aider les gens d'ici en jouant. Oui, d'ailleurs, j'en profite pour dire, puis ça n'a aucun lien avec ce que tu parlais, Yoann, d'aller écouter We Are Zombies sur la plateforme Crave, puis de le faire jouer en background, là, comme ça, là, en arrière-plan. Parce que peut-être que ça a aussi un impact. Vous avez le goût. C'est ça. Faites donc une loupe. Une loupe. Partez-le. Oui, écoutez-le une fois en anglais, puis là, recommencez-le en français. Ben oui, pourquoi pas. Je l'ai même pas écouté encore en français. Moi non plus, j'ai jamais écouté en français ton film. Non, j'ai aucune idée c'est quoi. En anglais. Ouais, moi aussi. Yep. Fait que voilà, rappelle donc le nom du jeu, s'il te plaît. South of Midnight. Yes. Il y avait une belle plug quand j'ai ouvert ma Xbox tantôt. Il y avait une pub carrément dans. Oui. Je pense que Microsoft est très fier du jeu, puis il pousse beaucoup. Avec raison. Puis d'ailleurs, c'est ça, tu sais, il y a plein d'incertitudes financières. J'apprends rien en ce moment. Là. Oui. Donc, ce genre de choses-là donne un poids aussi pour le studio. Hein. Oui. C'est des jobs ici au Québec. Hein. Oui. Ça fait que, oui, faites ça. Puis, tu sais, si vous avez le temps, allez écrire une belle critique avec 5 étoiles sur 5 ou 10 sur 10. Si vous avez moins aimé le jeu, fermez votre gueule. Oui. On n'a pas besoin de votre opinion. On n'a pas besoin de le savoir. Vous n'êtes pas assez important. Non, le soleil va exploser dans 4,5 milliards d'années anyway. Oui. Ça ne change rien. Puis ça, là, c'est important dans tout dans la vie. Là. Je pense que il est temps... je preach. Là, il est temps qu'on célèbre les choses qu'on aime. Et puis, quand on n'aime pas quelque chose... On ferme sa gueule. On ferme sa gueule. On passe à autre chose. Pas important qu'est-ce qu'on n'aime pas. Qu'est-ce qui est important, c'est ce qu'on aime. Exactement. Ça fait que parlez-nous des choses que vous aimez. C'est la philosophie du show ici, pour vrai. Exactement. Montez en haut de votre building avec un porte-voix et criez toutes les choses que vous aimez. Ça ne veut pas dire de tout aimer. Si vous n'aimez pas quelque chose, c'est bien correct. Oui. Mais vous n'en faites pas une plateforme. C'est exactement. Voilà. Faites-en pas votre cheval de combat parce que vous avez décidé que quelque chose vous n'aimez pas. Ça n'apporte rien. Ça ne change rien. Au lieu de faire ça, utilisez toute votre énergie pour célébrer quelque chose que vous aimez. On meurt tous seuls, secs, dans quel niveau avec des factures anyway. Exactement. Mais justement, il y a un petit jeu que j'aime en ce moment, que je joue, qui s'appelle Immortal 33. Moi, je suis quelqu'un qui jongle avec plusieurs jeux en même temps. Oui, ça, je sais pas comment tu fais, parce que moi, il faut que je joue à un seul jeu à la fois, sinon Moi, j'ai comme une chance qu'il y a Quick Resume sur Xbox, là, parce que je saute d'un jeu à l'autre. Peux-tu faire avec plusieurs jeux à la fois? Jusqu'à 10. Oh, wow! Oui. Okay. Puis tu peux en piner 2. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui restent tout le temps dans tes Quick Resume. Ça veut dire que si jamais tu joues à plus que 10 jeux en même temps, ben pour pas qu'il y en a un qui tombe de la liste de 10 jeux. Là. OK. Donc, ça vaut la peine. Ouais. Mais Immortal 33, il est sorti sur Xbox Game Pass et sur PC. PC Game Pass et aussi sur Epic Store. C'est un genre de roguelike. C'est comme un genre d'âme perdue. Puis t'es au paradis puis tu te rebelles contre les dieux. Il y a comme, on dirait, d'autres demi-dieux qui sont là, qui disent « Hey non, faut que tu ailles les attaquer et tout ça. » Puis c'est comme un peu un roguelike dans le sens que tu embarques dans un monde, tu essaies de survivre à la situation, puis à chaque fois que tu meurs, tu redeviens un petit peu plus fort en accomplissant certaines choses. Ça a un feeling un peu Diablo-esque, mais aussi un peu, comme je disais, un roguelike, même à l'intérieur, parce que tu vas, dans une run, tu vas avoir des pouvoirs que tu vas acquérir en battant certaines créatures, que tu vas avoir juste pour cette run-là. C'est quand tu meurs, tu perds ces pouvoirs-là, c'est comme, toutes les runs sont différentes. Mais qu'est-ce qui est intéressant de tout ça, c'est que ça se joue en équipe, de 33 joueurs. C'est ça que tu disais. J'ai vu sur le Discord, vous aviez eu une conversation là-dessus, puis je me demandais c'était quoi. C'est qu'il y a 33 personnes qui peuvent jouer en même temps. Oui, et c'est fou. Tu sais, les premières fois, tu essaies d'apprendre le jeu, ça fait que tu y vas un peu solo. Tu apprends très vite que tu essaies de te mettre en groupe. C'est comme ça que tu vas survivre. Puis comme dans la vie. Oui, mais c'est 33 personnes qui viennent ensemble pour essayer de conquérir le tableau. Okay. Et une fois que tu as conquéri le tableau, tu as fait les quelque chose que tu as fait, dominer certaines portes, puis là, les dieux te lancent du feu, puis tout ça.
tu vas te battre contre le boss. Et là, c'est réellement tous ceux qui ont réussi à survivre au tableau. On va dire qu'il y a 22 joueurs qui ont survécu. Mm-hmm. C'est les 22 joueurs contre le boss géant. Wow! C'est vraiment trippant, c'est vraiment cool. Quand tu tombes dans une bonne game où c'est qu'il y a des joueurs bien meilleurs que toi, ben, tu tues le boss puis t'es vraiment fier, même si c'est pas vraiment grâce à toi. Tu jouais avec des gens du Discord? Parce que je t'avais vu le proposer comme étant un jeu que les gens pouvaient jouer sur Discord. J'ai joué un peu avec des gens du Discord. J'ai surtout joué tout seul parce que j'ai eu des pauses dans la journée. Mm-hmm. Donc, c'est un jeu parfait pour... Hey, j'ai 25 minutes pour jouer. Tu joues une game, tu fermes le jeu, puis c'est correct. C'est correct, ouais. Ça fait que quand je me retrouve un petit 25 minutes entre 2 meetings, je dis j'ai besoin d'un juste un peu relaxé. Je me pars une game, puis c'est vraiment le fun. J'aimerais ça pouvoir faire ça à job. Je pense pas que ça passerait, mais... Mais, comme exemple, ton heure de lunch. Ouais. Ouais, je lis sur mon heure de lunch, mais je pourrais amener Ouais, j'ai pas de... éventuellement, si j'ai la handheld... Xbox. Oui, de Xbox, tu pourrais. Ouais, c'est ça. Les choses se passent. Mais c'est vraiment, vraiment le fun. Le premier monde, c'est 33 joueurs. Puis si tu réussis à le battre, il te donne une clé pour jouer dans le deuxième monde. Mm-hmm. Le deuxième monde, c'est 22 joueurs. Et le dernier monde, c'est 11 joueurs. Donc, plus le monde est difficile, plus... Il y a moins de joueurs. Il y a moins de joueurs, plus il faut vraiment travailler en équipe et tout ça. Là. Mais c'est vraiment trippant. Là. OK. Hey, j'ai... de mon côté, Johan. Oui. J'ai fait une menace la semaine passée. Une menace? J'ai grondé les gens. Oh my God! J'ai dit, hey, là, c'est quoi cette affaire-là? Gang de mauviettes m'a envoyé... J'ai pas dit ça comme ça, mais j'ai dit, vous avez pas envoyé de message vocal depuis un bout. Puis là, veux pas, on a eu 4. Fait que ça a marché. Oh my God! Tu vois? La violence, ça paye. Ben, ça a l'air que notre legs judéo-chrétien et l'éducation qui en découle est encore très ancrée chez les Québécois et Québécoises. Donc, j'ai des messages vocaux pour vous. Fait qu'on va aller les écouter. Oui. Et on va pouvoir répondre à des questions s'il y a des questions dans le lot, OK? Premier message de Peter Huard. Hey, salut les lémeux, ce n'est pas Martin. Bon, ben, comme on se fait shamer de pas vous envoyer de SpeakPipe, je me suis enfin décidé à vous en envoyer un. Oh, c'est fait. En fait, ma question est toute simple. Je voulais savoir si, pour vous, c'était facile d'abandonner une lecture en cours. Moi, je sais qu'habituellement, j'ai vraiment de la difficulté à abandonner une lecture, ce qui fait en sorte que je traîne un roman pendant des mois, des fois, tu sais, parce que à chaque fois, je me dis, ça me tente pas, mais là, il faut que je le finisse, mais ça me tente pas, il faut que je le finisse. Fait qu'une lecture qui m'aurait pris 2 semaines va m'en prendre 2 mois. Mais là, je suis fier de moi. J'ai abandonné un livre après de pas avoir lu ce 10 livres pendant comme 5 jours. Je me suis dit, ça me tente plus. Je passais à autre chose, je suis tombé dans mon bon vieux Stephen King. Alors, ben, c'était pas mal ça pour moi. Je vous souhaite un bon show, puis à la prochaine. Bon, très bonne question. Je vais lui dire félicitations parce que c'est quelque chose d'incroyable de réussir à abandonner une lecture. Pour moi, c'est excessivement difficile. Moi aussi, même chose. Moi, j'ai beaucoup, tu sais, l'expression des internets, le FOMO, le Fear of Missing Out. Il est très fort chez moi. Il est très, 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 très fort. Ça fait que même si je lis quelque chose que j'aime pas, j'ai peur que peut-être dans la dernière partie, ça devient finalement ça devient bon. autre chose, ouais, je comprends. Puis que ça va peut-être finir par être bon. Ça fait que je le t'offre, puis là, en fin de compte, c'est pas bon jusqu'à la fin. Puis je suis comme, bon, j'aurais pu l'abandonner, mais il est trop tard. C'est un peu la même chose pour moi. J'ai beaucoup de difficultés à abandonner mes lectures, mais comme n'importe quoi, puis c'est la même chose avec mes jeux vidéo, tout est une question de rythme et de momentum. Si mon élan s'effrite, si je vois moindrement qu'il s'effrite, il faut que je fasse attention, parce que je me connais, je vais abandonner l'œuvre. Fait que le livre va aussi, ça peut arriver, puis il va rester peut-être genre un 30% ou peut-être même plus, ça dépend. Et mes jeux vidéo, c'est la même chose. Je sais pas pourquoi je fais ça, je fais pas ça avec rien d'autre, à part peut-être mes relations. Mais sinon... Mais j'ai remarqué que je fais ça. Donc, c'est une question de momentum. À un moment donné, s'il y a quelque chose comme un bloqueur ou... donc, moi, une de mes résolutions, je sais pas, j'en ai parlé à l'émission, mais depuis 2025, le début de 2025, je lis un livre par semaine. C'est beau, ça, par exemple. Sauf que tu vois, dans les 2 dernières semaines, j'ai eu moins de temps, puis le livre est un petit peu plus difficile. Mais j'essaie de passer au travers de ma fameuse pile qui n'arrête pas d'augmenter. Je rajoute des livres dessus, puis là, les livres me regardent, puis ils me jugent. Là. Fait que j'en ai plein, puis je m'étais dit en 2025, je veux les finir. Puis je sais pas pourquoi, j'avais vu quelque part, là, c'est peut-être de la psychologie à 2 sous, là, fait que citez-moi pas, que ça enlève aussi une certaine
pression psychologique quand tu termines des tâches que tu es supposé avoir accompli. Ah oui? Ouais, c'est comme si ça créait une espèce de, entre guillemets, radiophonique ici, là, libération. Et j'ai remarqué, pour vrai, je sentais un vrai sentiment d'accomplissement en terminant mes livres. C'est une petite shot d'endorphine juste pour... Ouais, ben ça doit venir de l'école. Quand tu finissais un devoir, oui, ça doit être ça. Tu recevais ta petite étoile dans le coin. Ta petite étoile, oui. Ça fait que tu avais réussi. Ça fait que tu étais heureux parce que tu avais réussi, parce que tu avais la petite étoile. C'est quelque chose que tu peux quantifier aussi. Oui. En même temps, c'est ça. Il faut faire attention. Il ne faut pas trop lire rapidement parce que sinon, tu n'es pas en train de profiter du livre. Non, c'est sûr. Puis il ne faut pas que ça devienne... Je dois finir ce livre-là avant la fin de cette semaine parce que j'ai dit que je faisais un livre par semaine. Exactement. Ouais. Puis, à un moment donné, j'avais vu une vidéo qui a été partagée sur les plateformes des médias sociaux de Radio-Canada qui venait de la chaîne de l'émission de radio. Et c'est un acteur là, qui l'est plus, j'ai oublié son nom. Il jouait dans Simon les Nuages. Quelqu'un qui est très actif. J'ai oublié son nom, tabarnouche. Simon les Nuages. En tout cas, anyway, c'est un gars c'est lui qui a aussi... s'occuper de la cérémonie de Carl Tremblay quand il est décédé il y a 2 ans au Forum. Il y a 1 an au Forum. Puis, il disait, tu sais, un livre, c'est comme... Avant, c'était comme une tâche qu'il fallait que j'accomplisse. Là, je paraphrase. Que je devais mettre de côté un genre de checklist. Mais maintenant, je vois ma bibliothèque comme un cellier. Puis j'étais, c'est vrai. Puis il y a des moments que ton livre, oui, tu l'as acheté, mais c'est pas là qu'il faut que tu le lises. C'est plus tard. Ouais. Quand t'es plus c'est disposé, pas la bonne bouteille t'es dans de le vin. mood. Exactement. Puis je trouvais que c'est une super de belle métaphore qui est aussi moins shameante. Oui. Qui t'aide de composer un peu avec cette idée-là de comment gérer ta lecture. Puis moi, pendant 4 ans, à cause de la pandémie, ça a fucké bien raide mon attention. Et là, c'est en ce moment que je la retrouve. Et comme je passe à travers une pile, puis c'est une pile qui date de plein d'époques, j'ai l'impression de descendre, tu sais, comme dans les sédiments. Ah oui, j'étais intéressé par rapport à ces choses-là. Puis là, tu vois, là, j'ai envie de lire ce livre-là. Donc, je vous dirais, si vous avez de la difficulté vous ressentez peut-être un certain malaise de ne pas terminer vos livres ou de ne pas avoir commencé de certaines lectures, voyez-le de même. Voyez-le comme un genre de cellier. Je trouvais que c'est une super de belle image. Donc voilà. Merci, Peter. C'est une très bonne question. Très, très bonne question. Et félicitations à toi encore. Yeah, pourquoi? Il a réussi à abandonner un livre. Ah oui, c'est vrai. Je suis fier de lui. T'as droit aussi, c'est une autre option. Vous pouvez abandonner vos livres. Oui, si ça vaut pas la peine d'être lu. Hey, la vie est trop courte. Pour lire des affaires qui nous fait suer? Ben oui, tout à fait d'accord. On va mettre un message de Jonathan Malbeuf. Salut les mystérieux, j'ai enfin eu les guts de vous faire un message. Tu vois, ça marche. Hein? J'ai découvert votre podcast aux alentours de sûrement 2016-2017. Au début, c'était mystérieux pour moi. Et au fil du temps, j'ai découvert que j'étais un geek assumé, que ce soit pour les comics ou tout ce qui est dans la culture populaire. L'ensemble. Une chance que vous êtes là. Ça me fait du bien les mardis de vous écouter au travail, sinon ça serait vraiment plate. Ça me fait plaisir d'être là avec toi. C'est ça. J'avais une question pour vous. Je sais que vous êtes de grands amateurs de bande dessinée, comics américaines ou bande dessinée européenne, et peut-être même quelques mangas. Oui. Donc, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous avez un dessinateur préféré en BD? Comme par exemple, de mon côté, j'ai découvert Checchetto. Il a fait la run de Daredevil de 2022. Donc, Marco Checchetto. J'aime bien son style de dessin. Puis, est-ce que lorsque vous lisez une bande dessinée, vous analysez chaque détail des cases? Est-ce que vous vous attardez plutôt sur le dessin, la couleur ou le texte? Est-ce qu'il vous arrive de relire une page plusieurs fois pour bien vous imprégner de l'ambiance? Bref, j'aimerais bien savoir comment vous abordez la lecture d'une BD. Salut! Bonne journée! Merci, Jonathan, pour ta question. Oui. Très bonne question. Ouais, tu y répondre? Oui, moi je m'imprègne de la BD au complet, le dessin, l'art, l'ambiance, puis oui, je vais relire une page quelques fois, 3-4 fois, ou des fois, je ne relirai pas le texte, je vais passer à travers le texte sur la page, mais après, je vais aller vivre. Tu vas revenir en arrière. Oui, juste vivre chacune des cases et tout, pour voir le dessin, le mouvement, le rythme de la bande dessinée. Oui, moi, je dévore tous les aspects de la BD quand j'en lis une, là. Moi, je te dirais que c'est drôle, c'est une question qui est revenue souvent au fil des années. On m'a souvent demandé la question adjacente. Est-ce que tu lis les bulles en premier ou tu regardes l'image? Puis pour vrai, je le sais pas. Je le sais pas. On dirait que c'est en symbiose. J'ai l'impression. Je me suis pas attardé à cette question-là. On dirait que
On dirait que je vis tout en même temps. Ouais, moi, c'est comme ça que je le vois. J'essaie de... Puis pour les mêmes raisons, des fois où je revenais en arrière, je regardais des pages en particulier ou des scènes qui m'ont marqué. Mais je pense que comme un film, la marque d'une bande dessinée, c'est quand tu y réfléchis pas pendant que tu la lis. Oui. Justement, c'est que tu t'imprègnes. Puis comme une bonne lecture aussi. C'est qu'à un moment donné, ça t'absorbe puis tu vis le moment. Tu sais, quand tu lis un livre, puis à un moment donné, tu oublies que tu le lis, mais tu vois juste les images. Quand tu écoutes un film, tu penses pas à regarder ton sel à chaque 2 secondes, c'est un bon signe. Pour une bande dessinée, c'est un peu la même chose. Fait que pour moi, le dessin et l'écriture est tout aussi importante. Mais c'est sûr qu'une bonne histoire avec un dessin moins beau ou moins bien exécuté va être moins grave pour moi. C'est plus l'histoire qui compte à ce niveau. Pour moi, en tout cas, personnellement. Oui, je suis d'accord avec toi. Si l'histoire peut sauver une bande dessinée moins bien dessinée, tandis qu'une bande dessinée très, très bien dessinée, si l'histoire est moins bonne, ça va moins bien passer. Exactement. Ouais. Donc, je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, Jonathan, mais c'est un peu adjacent. Oui. L'autre chose... Meilleur dessinateur? Moi, avec un déficit d'attention, oui. Ça va m'arriver, par exemple, que ce soit un livre ou une bande dessinée, il y a quelque chose dans le texte ou dans le dessin qui va frapper mon imagination, puis mon imagination va partir là-dessus. Et là, je vais continuer à lire sans lire. Oui, je fais ça. Puis là, je vais me rendre compte que non, je suis en réalité dans mon imagination. Penser à autre chose. Oui, comme mon imagination est complètement ailleurs. Il faut que je relis la page parce que j'ai rien enregistré. C'est peut-être pour ça que tu aimes tant les jeux vidéo, parce que tu n'as pas ce luxe-là quand tu joues à un jeu vidéo. Non, parce que tu es constamment sollicité. Moment. Exactement. Ouais. Sinon, un dessinateur préféré, c'est tough, ces questions-là. Ah oui, moi je trouve ça tough, cette question-là. Ben, moi, je pense c'est comme... il y en a une réponse là-dedans parce que j'en ai plusieurs. Tu sais, c'est comme quand je me fais demander souvent en entrevue, c'est quoi ton film d'horreur préféré? Puis je suis comme... Tu sais, je finis tout le temps par dire The Thing de John Carpenter, parce que oui, c'est un film parfait. Là, c'est un film parfait, mais il y en a 10 000 films d'horreur que j'aime, puis à toutes les fois, je fais une crise d'angoisse parce que j'ai pas pensé que... Mais je sais pas si tu te souviens, il y a plusieurs années de ça, on avait reçu Yves Pépeltier, puis on avait posé une question du genre, si tu avais comme une bande dessinée amenée sur une île, puis il y avait comme un peu pas une poignée énerve, genre, comme... ça l'avait comme énervé. Je pense que c'est le but, c'est pas de dire c'est ça avec laquelle... C'est la BD avec laquelle tu irais sur une île déserte. Comme pour l'artiste, c'est des balises. Offrons une balise à l'univers. Ouais. Puis une de mes réponses, Johan, dans ceux que j'ai notés là, pendant que Jonathan posait sa question, je pense que c'est aussi un de tes dessinateurs préférés. Puis je suis surpris que tu ne l'aies pas dit, d'ailleurs, parce que tu as travaillé avec. Oui, non, c'est sûr. Guy Davis. Oui, Guy Davis est incroyable. Malheureusement, il ne fait plus de bande dessinée, il fait du storyboard, je pense. Non, il fait beaucoup de design. De design pour le cinéma. Ouais. Puis il a fait une run incroyable sur BPRD. On le conseille tout le temps. En fait, ça revient tout le temps, là, cette suggestion. Puis ce style de dessin-là, ça me fait triper bien raide. Hey, c'est tellement... Je sais pas comment le décrire. C'est nerveux, c'est détaillé, mais en même temps, c'est comme un mélange avec le sketch. Puis c'est comme vivant, je trouve. Je sais pas comment... Je sais, ça sonne comme ésotérique un peu que ce soit vivant, mais on dirait que le dessin est vivant dans ce temps-là. Il y a quelque chose comme qui vient me parler énormément avec ce genre de dessin-là. Moi, ce que j'aime, c'est ses arrière-plans. Quand quand Guy Davis met ses personnages dans un monde imaginaire, qu'importe, que ce soit un manoir, un lieu qui est abandonné, il y a plein de petits détails. Ça me fait beaucoup penser au cabinet de curiosité où tu as plein d'items mélangés qui se côtoient côte à côte. Là. Ces pages ressemblent à ça. Oui. Fait que j'aime beaucoup Guy Davis pour ça. Dans un autre registre, j'aime beaucoup Greg Capullo, qui a fait Spawn pendant plusieurs années, qui a dessiné aussi il y a quelques années une run de Batman avec Snyder. C'est un Christy de bon dessinateur plus classique. Là. Puis j'ai pensé à quelqu'un qui est plus disons onirique, qui est plus dans le domaine du rêve, mais qui est tout aussi bon, Alex Maleev, qui a fait Daredevil jadis. Là, je pense qu'il travaille avec Ed Brubaker. C'est comme le dessinateur de Ed Brubaker, Alex Maleev, ou je me mélange avec quelqu'un d'autre. Je vérifierai l'information dans 2 secondes, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait. Donc, j'ai plusieurs recueils aussi de dessins de... il n'a pas fait tant de BD que ça. Il a plus fait du dessin, mais Enki Bilal, puis tout ça. Ouais, exact. Dans le côté de l'européen. Ouais. Il y en a plein, là. C'est le genre de trappe que tu oublies quelqu'un, puis là, tu... puis là, je fais de l'angoisse. Fait que c'est une je m'en veux. Oui, c'est ça, mais tu peux pas mentionner tout le monde, là, à un moment donné, c'est impossible. Donc ça, c'était la question de Jonathan. Maintenant, on a une question de Danick. 3 questions cette semaine, c'est cool.
Salut Mystérieux, c'est Danick de Rouyn-Noranda. Ça fait une couple de semaines que j'entends votre appel des SpeakPipe. Par contre, j'avais pas de sujet, puis j'étais pas capable de faire de voix de personnage d'Archie. Mais là, cette semaine, je tombais sur, je doom scrollais sur Instagram, j'ai tombé sur un post de Working Class History qui parlait d'un tome de Tintin que j'avais jamais lu. C'est Tintin Breaking Free. Puis là, j'ai fait des petites recherches. Dans le fond, c'est un tome d'un fin des années 80, fait par quelqu'un anonyme. Puis dans le fond, c'est un opus où Tintin rentre dans une organisation anarcho-syndicaliste. Ça parle de racisme, de sexisme, d'homophobie, tout ça. Ça finit en grosse grève générale. Puis dans le fond, c'est ça, ça a été comme fait par des anarchistes en Angleterre. Anonymement. C'est quand même intéressant. Le PDF existe. Je l'ai pas encore lu malheureusement, mais je suis assez curieux du produit. C'est ça, je me demandais si vous connaissiez d'autres œuvres de ce type-là où on utilise des personnages connus, mais qu'on apporte des idées politiques à travers tout ça. Donc, je trouve ça quand même intéressant. Donc, merci encore une fois pour tout votre travail. Puis à bientôt. Merci, Danick, pour la question. C'est une excellente question. Hey, ça a l'air intéressant, ce Tintin-là. Oui, on va Puis ils ont bien fait de rester anonymes parce que... Oui, la compagnie qui gère les droits de Tintin sont... très... Ben là, ils peuvent plus parce qu'il est dans le domaine public, là, mais il était très pro, je t'amène en cours. Oui. On a plein de cas où ils se sont intervenus. Juste revenir un petit peu en arrière avant qu'on aille trop loin. C'est pas Alex Maleev, quoique j'aime beaucoup ce qu'Alex Maleev a fait. Pardon. C'est Sean Phillips, qui travaille avec Ed Brubaker sur les séries de Criminal, qui est aussi un très bon dessinateur. Je connais pas de... Je viens de commencer à lire Criminal, je trouve ça bon. Pour vrai? Laquelle série que de Criminal? J'ai pris un trade, là. Je ne me rappelle pas c'est quoi le titre. Il y en a certains qui sont mieux que d'autres. OK. Il y en a que je trouve plutôt anecdotiques, d'autres que j'aime vraiment beaucoup. Éventuellement, si tu veux ça, si tu veux Criminal, cette équipe-là, cette collaboration-là, dans un style qui est polar, mais avec de l'occultisme, tu liras, Fatal. Fatal? OK, je le prends en note. C'est super bon. F-A-T-A-L-E. C'est de la même équipe, c'est chez Image Comics. C'est super bon. On avait parlé du premier trade jadis. Mais là, j'ai acheté... j'avais un trade que j'avais acheté jadis, que j'ai jamais lu, qui était dans ma bibliothèque. Okay. J'ai dit, hey, j'ai jamais lu... Puis là, c'est Criminal. Je l'ai sorti cette semaine pour pouvoir le lire. Oui, si tu es intéressé, éventuellement, on pourrait lire... cette team-là travaille ensemble depuis très longtemps, puis ils ont plein de projets vraiment particuliers. Ils ont fait un truc qui s'appelle Fade Out Pulp ou Pop. C'est un truc de cowboy vieillissant. Ils ont fait plein d'affaires. C'est vraiment, un beau duo. Ouais. Je connais pas de BD où on a repris une figure puis on est allé plus dans le politique, mais je vais vous ramener en arrière, toi ici, Johan, en 2011. Je me souviens pas si c'était là, cet épisode-là, mais à l'épisode 247, il est disponible pas dans le fil RSS des Mystérieux Étonnants, mais sur notre site internet mystérieuxétonnant.com. Vous tapez dans l'engin de recherche 247 ou numéro 247, vous allez tomber sur l'épisode. On avait reçu Yves Rodier. Oui, qui a fait l'Alphard. Oui, Tintin l'Alphard, qui était le fameux album de Tintin que Hergé n'a jamais complété, qui avait fait les sketchs, puis qui même ça n'était pas terminé. Et Rodier l'a repris au début de sa carrière. Et il l'a complété. Puis il s'est retrouvé dans la marde, d'ailleurs, par rapport à ça. Ouais. Il en parle dans l'épisode 247, si ça vous intéresse. Et je sais que, je pense que c'est dans la dernière année, il a réédité une nouvelle édition de Tintin l'Alphard. Wow. Donc, il a refait certaines planches, parce qu'il maîtrise plus son art maintenant. Mais oui, Tintin l'Alphard, l'album qu'il avait imprimé lui-même jadis, c'était un objet aussi de collection pour les amateurs de bande dessinée de Tintin. Oui. Ça l'a mis dans la marde. Oui, ils aimaient leurs avocats. Et oui, et voilà. Donc, je pense que dans le temps, il y a eu une entente. Là, je pense, il va pas eu à payer. Il était jeune en plus quand il a fait ça. C'est ça. Donc, mais maintenant, je serais bien curieux de mettre la main sur sa nouvelle édition. Oui, mais ça. C'est ça. Puis maintenant, elle est techniquement légale. Parce je pense que oui. Hein. Ben, il est dans le domaine public. Es-tu dans le domaine public? Tintin est dans le domaine public. OK. Ouais. Bon, intéressant. Ça veut dire qu'on peut faire Tintin contre Popeye. Oui. Mais il y a clairement quelqu'un quelque part qui est en train de faire un film d'horreur. Ils ont fait ça avec Popeye, puis ils l'ont fait avec Winnie l'ourson aussi. Ouais. Mais ça dépend des pays pour Popeye. Parce que Popeye, à un moment donné, c'était... En Europe, c'était libre de droit. Est-ce que c'est l'Europe ou les États-Unis? L'Europe, c'est plus rapide que nous. Ouais. Les États-Unis, c'est un peu plus long que... C'est un des endroits les plus longs au monde pour les droits d'auteur, les États-Unis. Parce que Disney
eux aussi aiment leurs avocats et ont beaucoup d'argent, ont fait changer les lois. Oui, ils ont repoussé la date de péremption de certains personnages. Ouais, puis là, c'est rendu avec des astérix. Donc, est-ce que le Mickey Mouse moderne est le Mickey Mouse créé? Non, pas vraiment. Non, c'est Steamboat Mickey. Oui, c'est ça. C'est avec, même quand ils vont se rendre au Mickey Mouse pseudo-moderne, ça ne sera pas vraiment celui des dernières années. Ouais. Ils ont comme une genre de façon de zone grise de jouer avec. Là. T'as vu l'épisode de Last Week Tonight avec John Oliver où il y a une mascotte de Steamboat Mickey qui arrive sur le plateau? Il arrête pas d'insister sur le fait que ça, c'est Steamboat Mickey parce qu'il fait un peu le même processus là, que Disney, mais version humoristique. T'as-tu vu l'épisode que Mickey puis la COVID avec South Park? Non, je l'ai pas vu. Je Je te conseille. Ça vole haut. Écoute, je sais que South Park, dans les dernières années, ont des Christy bons épisodes. Là. Excellent. J'ai juste pas pris le temps. Puis on dirait que moi, c'est mon esprit complétiste. Il faudrait que je reparte du début, quand c'était beaucoup plus enfantin puis con. Ah, mais il y a de ça aussi, c'est que les deux créateurs, ils disaient souvent, les épisodes qu'eux préfèrent, c'est les épisodes aussi qui, justement, sont des enfants, qui sont un peu moins politiques. Donc, dans toutes les saisons... Il y en a, mais au début, c'était vraiment juste pipi caca. Là. Oh oui! C'était des grosses jokes de Mr. Inky, puis... la serviette puis rire des vedettes. Des vedettes. Puis là, il entendait que les vedettes, je venais faire des voix sur ton show, ça fait qu'il les faisait venir, puis là, il leur faisait enregistrer un chien. C'est des vrais trolls, ces gars-là. Ils sont malades, pour vrai. Ils ont jamais fait de compromis. Non. Puis maintenant, ils dominent, là, comme pour les prochaines saisons, tout ça, là, ils ont fait pas loin d'1 milliard de dollars. Là. T'as-tu vu leur concert 20 ans ou 25e anniversaire? Je me souviens plus. Non, je l'ai pas vu. Il est gratuit sur YouTube, sur leur chaîne, puis c'est hyper émouvant. Il y a des gens qui viennent faire des prestations musicales, puis les gars, ils triplent. Puis c'est fait en pleine COVID, fait qu'ils ont fait ça, l'espèce d'amphithéâtre extérieur. OK. Je pense que ça s'appelle Red Rock. À LA? Je sais pas c'est où. Je pense au Colorado. Ah, OK. Parce qu'ils viennent du Colorado. Oui. Ils ont même acheté Casa Bonita. Oui, le restaurant dans lequel ils ont enfoui des milliers de dollars, là, littéralement, pour essayer de le sauver. Puis c'est comme un trou à cash, cette place-là. Là. Oui, mais ils ont comme triplé les salaires des serveurs. Mais ils ont le cash, ils s'en servent. Oui, c'est ça, ils s'en foutent. Puis ils ont triplé le salaire des salaires des serveurs, puis tout ça. Puis ça a l'air... non, ils l'ont comme réellement sauvé. Puis ils ont fait un épisode au complet sur Casa Bonita, là. C'est vrai? Oui, avec Cartman qui veut y aller. Je les écoute, là. Je me connais à un moment donné, je vais passer au travers toute la série. Puis... moi, je trouve ça excellent. Si ça vous intéresse, le rendez-vous avec Yves Rodier, plutôt l'entrevue, pardon, c'est l'épisode 247. Allez jeter un coup d'œil, c'est vraiment un bon épisode. J'espère que Yves va bien, ça fait longtemps que j'y ai parlé. Puis oui, je parle pas de Denis Rodier qui lui fait encore de la bande dessinée, on parle de Yves Rodier. Oui. C'est une joke d'ailleurs entre les deux, pendant longtemps, les gens les mélangeaient. Fait que t'avais-tu toi une réponse pour Danick par rapport à une figure qui a été reprise non, pas un personnage qui l'est pas puis qui a été repris. OK. Il y a rien qui me... Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui a fait de quoi avec Archie. Je suis sûr qu'il y a quelque chose quelque part avec Archie comme ultra politisé. Hey, j'ai quelque chose à te proposer parce que c'est pas exactement lié à la question d'Annick, mais ça m'a fait penser à un truc. Oui. Pour dans 2 semaines, si tu peux venir pour le show. Il y a quelqu'un qui a fait une suite à Mario Bros, le film. Je parle pas du film de Sony, là. Je te parle du vieux film avec Bob Hopkins. Oui? Anthony, comment il s'appelle? Leguizamo. Leguizamo, OK. Luis Leguizamo. Oui. C'est une suite en comic book non officielle de Mario Bros. Puis on devrait en parler à l'émission. Vraiment? J'ai trouvé le fichier récemment parce qu'il n'est pas disponible autrement. Puis on devrait en parler à l'émission. Ça peut être vraiment drôle. Je suis 100%. Ça peut que ça soit de la merde. Là. Mais... Okay. T'as-tu vu le director's cut du film? Non, oui, je l'ai écouté durant la pandémie. Il était sorti, quelqu'un a fait un remontage avec les scènes rajoutées. Ben, c'était la cut non studio du film. Là. OK, ouais. Puis, tu sais, je m'étais fait vendre comme ça change le film. Non, ça change pas. Ça change vraiment pas le film. Mais le film, je le déteste pas. Non. Moi non plus. Je trouve pas que c'est un bon film, mais je trouve pas que c'est un mauvais film. C'est bien correct. C'est du série B un peu weird. Oui, puis c'est agréable. Puis le premier crush de ma sœur Anouk, co-réalisatrice. Leguizamo, oui, c'est ça. Oui, Leguizamo. Je suis sûr qu'elle va être bien contente que tu dis ça à tout le monde. Je pense qu'elle l'assume. Ah ouais? Ouais. C'est une Luigi. OK, une fangirl de Luigi. OK. Oui, une fangirl de Luigi. En plus, moi, je suis un grand frère, c'est la petite sœur. C'était son personnage. Quand on jouait, elle était tout le temps le deuxième joueur. C'est pour ça. Elle jouait toujours Luigi. Ouais, je comprends. Ah, voilà. Hey, on a un 4e et dernier message. My God, ça pleut, les messages. C'est pour ça qu'il faut les traiter de mauviettes pour qu'ils ne s'envoient pas. Un message de Pierre Roy.
Bonjour Benoît, mon nom est Pierre Roy. Je t'ai envoyé un Gmail, je pense que c'était le 13 février, vers 11h le matin, heure de Thaïlande, parce que je demeure en Thaïlande. Hey, on écoute en Thaïlande. C'est au sujet d'une vieille série canadienne, je crois, avec Roy Dupuis qui s'appelle Nikita, la femme Nikita. Oui, oui. J'aimerais mettre la main sur les DVD ou les versions images des séries. Je pense qu'il y a 6 séries de Nikita, mais avec la voix en français de Roy Dupuis. J'ai les versions françaises, mais ils ont pris un autre acteur pour faire la voix française de Roy Dupuis. Hey, ça, moi, j'aimerais avoir la version originale avec la voix de Roy Dupuis en français. Peut-être que Simon Chénier, vu qu'il travaille comme archiviste, je crois, pourrait peut-être me dénicher quelque chose. C'est le seul homme. Je suis prêt à payer le prix là, pour les obtenir parce que c'est une série que j'ai beaucoup aimée là, dans le temps. Et j'aimerais vraiment mettre la main là-dessus. Je te remercie à l'avance et je te souhaite une bonne journée. Hey, quel bonheur de vivre en Thaïlande. Je suis jaloux. Mm-hmm. J'ai entendu être un moteur de Thaïlande. Oui. Non, mais As-tu déjà visité la Thaïlande? J'étais supposé d'y aller. J'ai fait tous les vaccins pour aller en Thaïlande. T'en as fait foutu beaucoup? Il y en a quand même, tu sais, de la fièvre jaune, des choses comme ça. Oui. Puis, en fin de compte, j'ai pas été. Pourquoi t'as pas été? Plein de choses qui sont arrivées, puis j'ai repoussé le voyage, puis j'ai jamais été. Simon mais est pas je suis un gros fan de Muay Thai, de la boxe c'est vrai, Thai. oui, c'est toi. C'est pour ça que je voulais y aller. Je vais aller au Lumpini Stadium, qui est le plus grand stade de Muay Thai au monde. Pour avoir Tompo. Et je voulais voir cette expérience-là, je voulais vivre ça. C'est pour ça que je voulais y aller. Puis... T'as pas compris ma référence à kickboxer? Ben oui, Tompo. Tompo. Ah, oui, puis il frappait la colonne. La colonne, il y avait le plâtre s'effritrait. Je sais. J'aime bien le 2, parce que dans Kickboxer 1, il dit, mon frère et moi, on était les seuls, puis dans le 2, il y a comme un frère qui émerge de cette... Parce que le personnage de Jean-Claude Van Damme se fait tuer dans le 2. Oui, c'est ça. Mais il revient dans le 4. Mais c'est pas... Ben, Jean-Claude Van Damme joue dans le 4. Mais c'est pas Jean-Claude Van Damme. Il est comme l'entraîneur un peu weird dans la forêt qui entraîne le jeune combattant. Je pense qu'il joue dans le remake, en fait. C'est pas le 4. Ah, c'est pas le 4? Ah, moi, je l'ai compté comme le 4. Je pense que c'est dans le remake où il y a JVC qui est dedans aussi. Pas JVC, excuse-moi. Georges Saint-Pierre. Qui joue un alcoolique. Oui. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le reboot. Ah, c'est un reboot? Oui, parce qu'il y a eu plusieurs kickboxers. Je l'ai pas senti que c'était un reboot parce que je l'ai écouté comme si c'était le 4. Dude, je pense qu'il y a eu pour vrai 4 ou 5 kickboxers au total. Simon pourrait nous répondre, là, il n'est pas là. Ouais. Mais le reboot a eu des suites. Oui, le reboot a eu des suites. Donc, il y a eu plus que 4 parce que je pense dans la lignée vraie kickboxer, je pense qu'il y en a 5. Puis là, il y a le reboot, puis je pense qu'il y en a 3. C'est comme les Universal Soldier. Il y a eu plusieurs suites. Oui. Dans 2 univers différents. Il faudrait se faire un festival. On se tape comme les 7 kickboxers. Moi, je suis down. Si on se fait des drinks style rhum, coco, je sais pas quoi. Oui, c'est ça, quelque chose un peu... Puis on finit ça avec des gants trempés dans de la vitre, puis on se bat. C'est un super bon exemple pour tes enfants. Oui. Mais pour répondre à la question de Pierre... Oui, désolé. Je sais pas, Simon n'est pas là cette semaine, il va être là la semaine prochaine. D'ailleurs, on va parler d'un film douteux la semaine prochaine, du choix de sélection de Simon. C'est le seul homme. Oui. C'est le seul homme. Je peux pas, écoute, officiellement, je peux pas te répondre parce que même si on peut mettre la main là-dessus, je peux pas te dire officiellement devant tout le monde qu'on va t'envoyer ça. Parce que c'est comme illégal, tu comprends? Wink, wink, nudge, nudge. Mais en fait, j'ai aucune idée sur ça. Non, c'est ça. Je pense pas que Simon m'a jamais parlé de cette série-là, mais je sais exactement de quoi tu parles parce que je l'écoutais un petit peu quand j'étais jeune. Et la voix en anglais de Roy Dupuis était comme ça. Il parlait vraiment très... C'est comme ça qu'il parlait. Puis il s'est doublé en québécois? C'est ce qu'il semble dire. Donc, si Pierre l'a écouté originalement en français, il doit le savoir. Ouais. Check donc sur Tubi. Au Kazoo. Oui, mais ils n'auront jamais la track. Québécoise. C'est rare qu'ils ont la track québécoise. Ça va être tough à trouver avec la track. Je pense que le plus de chance, ça serait quelqu'un qui les ait enregistrés sur VHS puis après, ils les ont mis sur digital. C'est pas évident. Des fois sur YouTube, c'est surprenant ce qu'on peut trouver sur YouTube. C'est vrai. Sinon, archive.org. Ça doit être brutal en tant qu'acteur que... Bon, tu t'es traduit toi-même au Québec, mais là, pour le marché français, on peut pas comprendre ton français. Là, parce que tu dis pas bien beurre. Ouais. Du beurre de cacahuète. Voilà. Eh bien, voilà. Merci Pierre, merci à Peter, merci à Jonathan, merci aussi à Danick.
Il vit en Thaïlande, je suis curieux. Est-ce qu'il est à retraite? Je veux connaître tout chez toi. Il est trafiquant d'armes, puis c'est pour ça qu'il s'est sur ce film-là. On a un terroriste international qui nous suit, genre, il tripe bien raide, c'est mystérieux, mais... Mais je veux connaître sa vie, je veux savoir. Est-ce que il est parti là pour la retraite? Il y en a beaucoup qui font ça pour la retraite. Aller parce que vivre ça en Thaïlande. coûte pas cher. Ça coûte pas cher. Peut-être la seule façon d'avoir une retraite. Ça coûte pas cher, ils ont des très belles plages. La bouffe est pas chère non plus. Non, le street food a l'air malade. On s'entend-tu que la bouffe thaïlandaise, c'est excellent, là? Dude, man, quand Anthony Bourdain allait au Vietnam puis en Thaïlande, j'étais comme, my God, dans ses émissions, ça a l'air vraiment succulent. Oh, je pourrais manger du pad thai tous les jours. Ouais. Je pense que c'est une chose que je veux faire dans la vie, puis ça fait des années que je le dis, là, puis probablement quand la Troisième Guerre mondiale va se déclencher dans 2 semaines, j'aurai pas le temps de le faire, mais j'aimerais vraiment manger du street food au Japon. Oui. Ou dans une petite place, une place dans une petite ruelle cachée. Là. Thaïlande, Vietnam, c'est là le street food. Ouais. Cambodge, j'aime bien la bouffe cambodgienne. C'est rare, il n'y a pas beaucoup de restaurants ici à Montréal. Non, j'en ai jamais mangé de la bouffe. C'est bon du cambodgien. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment bon. Là, j'ai faim, j'ai pas soupé. Ah, moi aussi. J'ai le goût d'écouter du Muay Thai puis manger de la bouffe thaïlandaise. Fait que là, ma gang de slackers, si vous voulez nous laisser un message vocal, il y a un SpeakPipe, il y a le lien dans le descriptif de l'épisode. Ça peut être une question, commentaire comme Jonathan, Peter, Danick et Pierre l'ont fait. Fait qu'arrêtez d'être assis sur vos mains, puis ça prend 2 secondes. Ouais, gang de lâches. Des lâches, c'est exactement le mot que j'entête quand je pense à vous autres. Exactement. J'ai honte. Je parle de vous autres en ce moment, mais j'ai honte de vous autres. Je le vois dans la face à Yoann. Vous voyez pas, vous autres, mais moi, je suis rempli de rage. C'est bon. Fait que c'était ça. Merci les gens qui nous ont envoyé des messages vocaux. En espérant en recevoir pour la semaine prochaine. Vas-y donc, Yoann, qu'est-ce que tu avais comme deuxième news? On parle-tu de la Switch 2? Je pense que c'est le temps, là, parce que c'est un gros morceau. Là. C'est un gros morceau. Je vais essayer quand même d'accélérer dans ce morceau-là. Ouais. Parce que si je passe à travers tout, il y avait beaucoup d'informations. Fais les grosses lignes. Oui. Tout d'abord, il sort le 5 juin 2025, la Switch 2. Théoriquement. Non, elle va sortir le 5 juin. C'est le prix qu'on sait pas. Le prix, on n'est pas 100% sûr de qu'est-ce que va être le prix. À cause des tarifs. Oui, c'est ça, je l'ai parlé à la fin. Je l'ai resté positif pendant une fraction de seconde. Je comprends, parce que moi, c'est bon. Mais bon, le prix pour l'instant serait de 449,99 US, c'est-à-dire 629 canadiens. C'est beaucoup. Oui, 629 canadiens, je trouve ça un peu cher pour une Switch 2. Avec des jeux à 80$. Tu sais, quand il y a 2 semaines ou 2 semaines avant, ou il y a 4 semaines. Oui, 2 plus 2, ça fait 4. 4 mathématiques, je retiens le 1. Il reste 3. J'avais dit que les prochaines, le PlayStation 6 et le Xbox Series whatever, coûteraient probablement 800$. Je pense que c'est ça. Ça va être ça, puis dépendamment de comment les matériaux vont coûter à cause de certains... En tout cas, on verra pendant combien de temps aura les tarifs. Parce que, parlons-en, là, on est dedans. Là. Ouais. C'est sûr que là, le tarif de 56% contre la Chine, puis celui de 48% contre le Japon, ça va faire exploser le prix de la Switch. Mais ça va le faire exploser aux États-Unis. Je pense que, logiquement, au Canada, la Switch devrait être encore 629. Ou si vous voulez l'acheter avec Mario Kart, tu peux l'acheter en bundle pour 699. Il y avait un bon ce Mario Kart. Là, oh, il est incroyable! Mais c'est sûr qu'aux États-Unis, ça va exploser. Puis là, je me pose la question. Tu sais, dans le temps, là, quand le dollar canadien était mieux qu'il est là maintenant, là, il y avait bien du monde qui conduisait au bord de la ligne pour aller à Plattsburgh pour acheter des choses parce que moins de taxes, puis ça coûte moins cher aux États-Unis. Il y a plein de monde qui allait acheter à Plattsburgh. Je me demande si ça ne sera pas le contraire. S'il n'y a pas plein d'Américains qui vont traverser la frontière venir se chercher une Switch. Ce serait pas surprenant. Parce que... Mais théoriquement, quand tu le ramènes, il faut que tu payes des frais de douane, non? Il faut que tu le caches dans ta voiture. Penses-tu... Attends, dis pas ça en ondes, de un? Oui, non, je sais. Mais tu sais que les douaniers écoutent des podcasts, hein? Oui, c'est sûr. Il n'y a pas grand-chose à faire. Salut mon ami Yann Richard, qui est douanier. Mais tu sais, je veux dire... les gens qui allaient à Plattsburgh, c'est ça qu'ils faisaient. Ils achetaient plein d'affaires, ils ouvraient les boîtes, ils mettaient ça en dessous des bancs, tout ça. Ils déclaraient un peu de choses, mais pas tout ce qu'ils avaient acheté, puis ils passaient. Ça arrangeait les Américains, ça arrangeait les Canadiens. Il n'y a pas personne qui s'ostinait. On était amis dans ce temps-là. Oui, ben c'est ça. Mais là c'est peut-être plus compliqué. Mais au niveau des performances de la Switch comme telle, est-ce que tu es surpris? Est-ce que tu es Moi, je la trouve puissante. Moi, je pense que le monde sont durs un peu. C'est tout le temps ça. Hein. Oui. Tu vas voir les jeux de Nintendo, puis tu le vois déjà avec le Metroid, puis le Mario Kart. Ils poussent déjà la console, puis on est dans sa première année. Donc,
dans 2 ans, qu'est-ce que cette petite console-là va pouvoir faire? Ça va être assez impressionnant. Puis, il y a du upscaling, comme un genre de version de DLSS qui prend comme de la résolution plus basse, puis augmente. Je pense que d'avoir quelque chose de dédié à ça va aider la console à durer plus longtemps. Moi, je la trouve très impressionnante. Alors, en voyant Metroid Prime 4, je pense que tout le monde qui avait des doutes, je pense que vous n'avez pas de doute à avoir. Le jeu, il y a 2 modes. Tu peux jouer en 1080p à 120 frames ou en 4K à 60 frames et le jeu est encore très beau. Tu sais que tu vois à ce moment-là que la console a quand même du torque, est capable. C'est que, non, moi je suis pas nerveux. En passant, le Metroid Prime 4, il est superbe. Puis il y a cette force-là de Nintendo aussi que souvent, c'est dans le design qu'ils sont beaux. Tu peux faire paraître des graphiques plus beaux dans tes décisions d'animation puis dans comment tu dessines les personnages. Le stylisé qui fait que tu as l'impression que c'est beaucoup plus beau que qu'est-ce que ça coûte à la machine. C'est pas la même game. C'est comme si on mélangeait... Tu sais, c'est comme si Sony puis Microsoft faisaient, je sais pas moi, de la bouffe mexicaine. Oui. Puis t'as Nintendo fait des desserts. C'est ça, oui. C'est des affaires complètement différentes. Oui, c'est un peu le même marché, mais ils ont tout le temps fait leur truc, leur approche à eux. Ça reste le même marché parce qu'ils se battent pour notre même temps. Oui, on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas les mêmes visées. Non, c'est ça. Mais les développeurs, ce que j'ai lu beaucoup, c'est que les développeurs, les third party, les développeurs qui ne sont pas Nintendo, sont contents de la console, ils la trouvent puissante, puis ils savent déjà que ça va être facile de porter les jeux vers la Switch 2. De prendre un jeu de série X ou de PlayStation 5 puis de les porter à la Switch 2. Donc, si ils voient déjà que ça va être facile, ça veut dire qu'elle est puissante. Elle va être capable, puis ça va aider aussi les fans qui vont se prendre la Switch 2. Ils vont recevoir encore plus de jeux parce que si le port est facile, il n'y a pas de raison que la compagnie pas de limitation. Tu fais une version PlayStation 5 série X, ça ne te coûte pas énormément plus cher de faire une version Switch 2 dans ce cas-là. Y a-t-il quelque chose qui a attiré ton attention? Parce que j'ai vu que les Joy-Con maintenant pouvaient être utilisés comme des genres de souris. Je l'ai vu surtout, ils ont fait un genre de démo avec le Metroid 4, où c'est qu'il y avait quelqu'un qui jouait à Metroid 4. Et qu'est-ce que j'ai trouvé intéressant du Joy-Con? Là, il jouait, tu sais, avec la Switch, tu peux le déconnecter puis juste jouer avec les 2 manettes séparées comme ça. Il jouait de même, au-dessus de sa table. Puis là, tout à coup, il dit, OK, là, j'ai besoin de plus de précision. Puis il a juste tourné son poignet puis il a commencé à l'utiliser. Sur la table. Sur la table, comme ça, live, comme si c'était une souris. Parce qu'il y a un capteur dessus. Mais j'ai trouvé ça cool que tu peux switcher d'un mode à l'autre comme seamless, là, comme, tu sais, t'as pas besoin d'aller dans les settings, changer ça. C'est comme, là, c'est une souris, là, c'est une manette. Là, c'est une souris, là, c'est une manette. Ça m'a vraiment impressionné. Puis je trouve ça cool. Ouais. Et clairement, elle est précise, la souris, parce que je regardais la personne jouer et viser, puis ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui était très bon en jeu vidéo, puis il était bon. Je comprends pas Nintendo, tu sais, au lieu de mettre... Je sais, là, c'est une question de marketing, puis ça change rien au bout du compte, là, mais au lieu de mettre du monde sur le divan qui ont l'air jeunes et cool et hip, c'était comme un monsieur avec un veston puis une cravate. Puis j'étais comme, c'est correct. C'est peut-être ceux-là qui jouent à la Switch. Ouais, nous ça autres. se peut. Ouais. C'est peut-être une façon de... Ils savent déjà que les jeunes vont vouloir la Switch 2 puis d'essayer d'avoir un autre marché. C'est peut-être ça, là. Mais je sais pas, j'aurais aimé ça que ce soit quelqu'un... Ouais. Ça change rien dans ma vie en même temps. Mais que tu peux switcher de la souris à la manette comme aussi vite, je trouve il y a quelque chose de cool là-dedans. Ça m'a fait penser au prochain Mario Party, à quel point ça peut être le fun. Que tu as une manette, puis là, t'as coup, non, je suis une souris, puis là, je suis une manette, tu sais, comme plein de mini-jeux, ou un WarioWare, tu sais, que tu switches d'être une souris à une manette, une souris à une manette. Pour chacun des mini-jeux, il va falloir que tu t'adaptes. Il y a vraiment quelque chose d'intéressant là. Il y en a plus robustes aussi, ils sont plus gros. La console comme telle est plus grosse. Oui, l'écran est rendu de 8 pouces. Ça fait qu'en de base, l'écran est beaucoup plus gros, même plus gros que, je pense, que ma Steam Deck. Je sais pas c'est quoi la grosseur de mon Steam Deck, mais je pense que l'écran est plus grand. Puis je sais que Nintendo sont vraiment bons avec leur batterie. Ça fait que j'ai l'impression que l'autonomie va être quand même assez longue. Moi, je ne trosse pas les chiffres qu'ils donnent. Je vais attendre qu'ils soient réellement testés. C'est toujours... puis c'est dans le temps que ça se révèle pour de vrai, là.
Puis là, il y a des affaires que, tu sais, qui m'attirent moins, un peu comme toute l'affaire de streaming, là, comme, tu sais, t'es en train de jouer, puis là, c'est comme un peu un genre de Zoom call. Tu joues à Mario Kart, mais c'est un peu un Zoom call où c'est qu'ils vont prendre une caméra avec. Oui, j'ai vu. J'ai trouvé que, bienvenue en 2025. Là, ça m'a pas particulièrement touché. Ça m'a... Puis, tu sais, Microsoft avait fait ça, Sony aussi, puis ils ont très vite abandonné cette idée-là parce que remarque, Nintendo, ça va être probablement que le vidéo marche juste quand tu es avec des amis connus dans ta friend list. Ça peut pas être n'importe qui. Dans la liste d'amis. Mais Sony puis Microsoft avaient essayé ça dans le temps, puis de gérer ça, de faire de la... Il va toujours avoir des trolls. Puis si tu leur donnes une caméra en plus, c'est comme... Tu te retrouves avec une gestion qui est vraiment compliquée. T'as encore des jeux physiques? Oui, mais je pense qu'ils poussent vraiment pour le digital. Tu sais, les jeux vont être chers pour les jeux physiques. Oui, ça, c'est une autre affaire. Les jeux vont être entre 115 et 120 $. Oui, c'est très cher. Canadien. C'est très, très cher. C'est 88 $ US. Puis 10 $ de moins ou 15 $ de moins si tu l'achètes en digital. Tout le monde pousse vers le digital, de toute façon. Mais je sais pas pourquoi, on dirait que les jeux de Nintendo, plus que les autres, je les veux physiques. Puis j'arrive pas à comprendre pourquoi je fais cette association-là. Je pense que ça doit être connecté à notre enfance, ça, c'est sûr. Ça se peut que c'est ça. Ouais. C'est sûr. Ouais. Mais c'est cher, mais je pense qu'ils vont ouvrir la porte pour tous les développeurs. C'est d'augmenter leur prix de jeu. Là. C'était sûr, en partant, que la version de base de Grand Theft Auto 6 était pour être comme 110 ou 120 $. Oui, mais là, c'est parce que ça a pris tellement de temps à développer aussi. Là, ils ont pas... Puis le budget est immense, puis tu sais, ils savent que le jeu est tellement attendu que, tu sais, ça va tout rafler, là, Grand Theft Auto. T'as-tu vu le mème du gars qui dit, là, je sais que ça va mal, mais pensez à une chose, c'est super important, faut pas mourir d'ici la sortie de Grand Theft Auto 6. Ça va être trop longtemps qu'on l'a attendu. C'est ça. Mais ça va tout rafler. Tu sais, tous les autres développeurs de jeux ne sortiront pas de jeu le même mois. Pas oser, c'est ça. Puis moi, j'aurais peur même de le sortir un mois après. Là, ça va être un événement tellement puissant. Vous allez entendre parler de ça partout. Là. Ça va être énorme. Est-ce que j'ai mal vu... Ça va être planétaire. Est-ce que j'ai mal vu où les jeux, quand vous amenez votre Switch chez votre ami, ils peuvent se partager dans... Ça, j'ai pas trop compris c'était quoi. C'est quoi ça? Steam fait déjà ça. Ouais. Si j'ai un jeu multijoueur puis tu veux jouer avec moi... J'ai pas besoin de le posséder. T'as pas besoin de le posséder. Si c'est pas 100% des jeux, mais la plupart des jeux le font, ça fait que si moi j'en ai une copie, on peut jouer ensemble. Mais ça, pour Nintendo, est-ce que c'est à travers l'Internet ou en présentiel? J'ai l'impression que c'est en présentiel. Moi aussi, c'est ça que j'ai compris. C'est le feeling, parce que Nintendo n'est pas très chaud à laisser tout le monde, tout partout, mais peut-être qu'ils vont l'ouvrir à l'Internet au complet. Mais en présentiel, déjà là, c'est le fun, parce que moi, c'est une autre des choses que j'aime beaucoup, exemple de Game Pass. Si tu as plusieurs amis qui ont Game Pass, c'est pas, tu sais, si tu as un jeu en coop, mais ça fait partie de l'abonnement, c'est que pas tout le monde est obligé de dépenser de l'argent pour jouer. Tu sais, comme acheter un nouveau jeu pour juste une fin de Surtout semaine. Surtout à 120$ le jeu. Ben, c'est ça, pour une fin de semaine. Donc, je suis très pour ça. Je trouve que ça, c'est plutôt pro-consumer comparé à toute question sortie avec le prix et tout ça. Puis, oui, c'est juste logique, c'est que tu t'assures de donner une vie plus longue à ton jeu. Là. Si quelqu'un joue à Mario Kart World, il arrive chez vous, tout le monde embarque sur Mario Kart World, vous jouez à 4, ben, ça va donner aussi le goût aux autres de peut-être l'acheter quand tu ne seras pas là. C'est que moi, dans ce que je trouve très, très... Ça, c'est un bon move. C'est un bon move. Okay. C'est plus un bon move que le call zoom de Mario Kart. C'est qu'est-ce qui me... Et là, c'est ce qu'on appelle un pet peeve en anglais. C'est un petit détail. C'est un détail anal. Je suis moi-même très conscient de ça. Le nom Switch 2, je trouve ça lettre. Ouais. On entendait parler de la Switch 2 pendant longtemps. Je l'aurais appelé, tu sais, puis là, je suis pas un gars de marketing, et là, je suis à moitié ironique en ce moment. Je l'aurais appelé la Super Switch ou la Switch U. C'est parce que Switch 2, je trouve que ça fait... je sais pas, d'un, c'est que tout le monde l'appelait déjà comme ça. Puis j'avais hâte de découvrir c'est quoi le nom de la vraie nouvelle Switch ou la nouvelle console, finalement. Puis c'est ça, c'est Switch 2. Ouais. Puis tu sais, ouais. Mais c'est un petit détail, c'est niaiseux, là. Je les comprends. C'est sûr qu'ils ont dû se poser la question parce que Nintendo ont, autre que Nintendo Super Nintendo et Nintendo 64, qui est quand même complètement quelque chose de différent, Nintendo 64. Ouais, c'est une autre génération complète. Après, tu sais, c'était comme le GameCube, tout ça. La Wii U. Ouais. Je suis sûr qu'ils se sont posé beaucoup de questions. Clairement. Mais la Switch a été tellement un gros succès
C'est pour ça, peut-être. Parce que ça va être la console la plus vendue dans le monde. Pas tout de suite, là. Elle est juste sur la limite d'être la console la plus vendue de tous les temps. Mais ça va y prendre 1 ou 2 ans de plus parce qu'ils vont continuer d'en vendre de la vieille. Là. Ils vont vider les entrepôts. Ça va finir par être la console. Tu peux pas vraiment, en tant que marketing, de perdre ce genre de nom-là puis ce poids-là. Le problème que tu vas faire face aussi, par exemple, c'est qu'il y a du monde qui vont se tromper. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, qui vont acheter, tu sais, du monde qui sont moins informés, qui vont acheter des versions Switch de jeux pour la Switch 2. Elle n'est pas compatible, elle n'est pas rétro-compatible? Elle est rétro-compatible. Là, il y a une affaire qui me... Ça, je suis pas très content de Nintendo, là. Tu peux avoir une version upgradée de la Switch 2 si c'est un vieux jeu de Switch 1. Comme tu peux le faire sur Xbox. Par exemple, tu joues à un Xbox One, un jeu de Xbox One ou un sur Xbox la série 360. Automatiquement, ça va augmenter ton framerate puis la définition du jeu. Okay. Ils ont fait ça sur Xbox. Là, Nintendo va faire la même chose, mais ils vont te charger pour. Puis ça, je trouve... c'est ça le même que je comprenais pas sur Internet. Ça, je suis vraiment contre. Surtout, tu sais, si tu me rajoutes beaucoup de stock, c'est comme, oui, mais là, dans la version Switch 2, tu as tout ça de plus. C'est pour ça que tu payes 15$ de plus. Parce que tu l'as déjà acheté, le jeu, là. Fait que est-ce qu'on sait, si, admettons, je veux pas la mettre à jour, je veux juste jouer ce vieux jeu. Tu peux jouer la vieille version avec le vieux framerate. 15$, man, pour un upgrade visuel, je comprends. Mais surtout, si c'est juste un bump de définition puis de framerate, c'est une Switch, là. Dans 2025, vous allez devoir choisir entre le manger puis jouer à Switch. Oui, non, c'est ça. Je trouve ça... Parce que c'est pas tous les jeux qui vont coûter de l'argent. Il y a plein de jeux qui ne coûteront pas. Mais exemple, les Breath of the Wild, tout le monde a entendu de pouvoir jouer à 60 frames secondes. Ben, ils vont te charger pour. Puis je suis comme, non. Je l'ai acheté sur la Wii U et la Switch. Là, tu vas me charger encore pour avoir une nouvelle version. Tu sais, c'est too much à un moment donné, là. Ça, je trouve, c'est pas un bon move de Nintendo. Okay. Et-tu un dernier truc que la Switch, tu dois parler avant qu'on passe à un autre... Oui, excuse-moi. Il y a plein, 1 million d'autres choses, là. Maintenant, avec l'abonnement, leur genre de Game Pass, mais pour les vieux jeux là, sur Nintendo, on va avoir les jeux de GameCube, ce qui est très cool. Il est temps, mais ça va être vraiment nice. C'est nice. Il y a une bonne sélection là, sur la GameCube. Des excellents jeux sur la GameCube. Puis, ils vont sortir une manette GameCube. Si on avait peur qu'à cause du prix, il n'y avait pas d'attente pour le jeu, la seule place au monde en ce moment que tu peux la pre-orderer, c'est au Japon. Et ça fait 5 jours que le site de Nintendo crash parce qu'il y a tellement de monde qui veut la pre-orderer. C'est que je pense que Nintendo est correct. C'est une au Japon quand même aussi. Ah oui. On a parlé des tarifs. Oui, ils ont sorti... Et une dernière chose qui me fâche un peu, Nintendo, mais je suis très excité. Là, ça faisait longtemps que tu l'attendais. Mais ils sortent un genre de tutoriel pour connaître la console. C'est comme un genre de petit bonhomme qui se promène sur la console. Tout ça. C'est vraiment cute qu'est-ce qu'ils ont fait. Ce genre de tutoriel-là était légendairement gratuit. Quoi, ils vont charger pour ça? Un tutoriel pour apprendre à comment utiliser ta console. C'est un Américain qui est rentré chez Nintendo? Ils vont charger $10 US, donc à peu près $17 canadiens. Ben non, mais laisse faire. Pour un tutoriel. Je trouve c'est plein de drôles de décisions sur Nintendo que... Attendez que quelqu'un le rip puis le met sur YouTube, là, je peux pas croire. Oui. Puis, tu sais, oui, je sais que c'est interactif puis c'est le fun puis que c'est bien cute puis on met des graphiques, mais... Tu sais, on n'a jamais chargé pour un tutoriel. Là. Weird. Très weird. Très weird. Ouais. Okay. Mais elle est beaucoup plus puissante, plus gros écran, les jeux. Ils vont m'avoir encore à cause de Metroid Prime 4. Ils me tiennent par les couilles. Ils savent exactement t'es qui. Mais sais-tu qu'est-ce que je trouve malade du nouveau Mario Kart? C'est que c'est Forza Horizon, comme le jeu de course, là, où c'est que tu as une grande map, tu veux faire plein d'activités. Ouais. C'est le même concept, mais dans l'univers de Mario Kart. C'est le fun. Oh, je suis vraiment excité par ça. Il y a une vache qui conduit. Oui! Oh, puis il va y avoir 40 bonhommes à la sortie, des costumes, toutes sortes plein de voitures. Puis... Ça fait longtemps qu'on a sorti un Mario Kart original, parce que celui qui était sur la Switch, c'était le Deluxe qui était sorti sur la Wii U. Donc... Puis tu le vois, tu sais, du monde dit « Ah, c'est le même », mais non, tu le regardes, les graphiques sont beaucoup plus beaux. 2, en plus, les courses, ça va être 24 joueurs en ligne. Ça va être excitant, 24 joueurs à Mario Kart, ça va être chaotique. Fait que, non, c'est ça l'affaire. Nintendo le sait, ils vont toujours kicker des culs en faisant des bons jeux. C'est qu'ils vont finir par nous avoir. Ouais, les maudits.
Ils savent. En parlant de maudit, je vais parler encore un petit peu des tarifs, Yoann, mais par la bande. Mais j'ai pas le choix, parce que là, ça affecte les gens qui écoutent l'émission directement. Ben, je veux dire, tout. Mais ça va affecter les gens de toute façon, là, mais là, je parle de ce qui vous passionne, les comic books, parce qu'on parle souvent de comic book à l'émission. C'est le sujet de fin d'émission, d'ailleurs, cette semaine. Et donc, il y a plein de trucs qui vont augmenter. Je veux pas. Ça n'a pas le choix. Mais est-ce que ça va... Qu'est-ce que je ne sais pas encore? C'est que oui, nous, les produits américains ici vont augmenter, mais les produits qui ne sont pas américains n'augmenteront pas. Oui, mais la chaîne d'approvisionnement est tellement interreliée que c'est sûr ça n'a pas le choix. C'est ça. Même moi, je suis pas un gars d'économie, puis je trouve que c'est absolument ridicule. Ouais. Anyway. Pas retomber là-dessus. Mais au niveau du comic book, ce qui vient d'être annoncé du côté d'Image Comics risque de se répéter pour d'autres titres d'Image Comics, mais aussi pour le comic book de façon générale. Donc, je vais relire mes notes ici, ça fait un petit bout que j'avais lu ma nouvelle. À compter de... Mon Dieu, j'ai-tu la date? Oh mon Dieu, j'aurais dû relire ma nouvelle avant. Excusez, ça arrive très rarement que je suis un peu mélangé comme ça. Lis ta nouvelle, puis je vais dire, tu sais, ce matin, j'étais allé voir qu'est-ce qui se passait avec la bourse du Japon, parce qu'ils ont... Et Nintendo, Sega et Sony, qui sont cotés en bourse au Japon, ont reculé de 7%. C'est énorme. Ah, mais il y a des pertes en ce moment. Puis, qu'est-ce qui me fait peur de ça? C'est encore les employés. Parce qu'au bout du compte, quand ces grosses entreprises-là perdent de l'argent, c'est souvent pour sauver de l'argent, c'est les employés les premiers à se faire couper. Ça risque d'augmenter les prix partout sur la planète pour tout ce qui est jeux vidéo. Faites attention à votre PlayStation, à votre Xbox, à votre Nintendo. Ils viennent de prendre en valeur. Oui, prenez-en soin. Il ne faut pas qu'elle brise. Là. Non. Donc, c'est ça. Il y a des changements qui vont avoir lieu du côté d'Image Comics. Il y a les 6 titres de Spawn qui sont publiés en single issue, qui éventuellement sont en trade, mais là, on parle vraiment des single issues, vont augmenter de prix. Donc, ils passent de 2,99 US à 3,99 US. C'est une augmentation de 33% quand même du prix. Ça va avoir lieu cet été, je pense, c'est autour du mois de juin, à partir du numéro 366 de Spawn. Okay. Donc, là, on parle juste des singles, mais si les singles augmentent, les trades vont augmenter éventuellement aussi. Ça n'a pas le choix. C'est drôle parce que Todd McFarlane, qui est le créateur, bien sûr, de Spawn et qui gère ce mini-empire-là, avait dit en 2024 au San Diego Comic-Con que c'était super important de garder le 2,99, que c'était un des rares titres qui n'avait pas augmenté parce que certains des titres, ou la plupart des titres dans le milieu du comic book, surtout chez Marvel et DC, sont déjà à 4,99. Ouais. Donc lui, il voulait garder ça à 2,99. Et à sa défense, la dernière fois qu'il y a eu une augmentation des singles de Spawn, c'était en 2010. Donc, ça fait quand même 15 ans qu'il avait gardé le prix. Puis il l'avait augmenté de 2,95 à 2,99 US. Donc, ça faisait longtemps qu'il tenait son bout. Puis, McFarlane, bien sûr, est président du côté d'Image Comics, mais c'est pas lui qui décide des prix de toutes les séries. Parce que comme chacune des séries est ce qu'on appelle creator-owned, donc les gens qui créent la série techniquement possèdent la plupart des droits, sinon tous les droits, c'est eux autres qui décident à savoir est-ce qu'on met tel prix ou tel prix sur votre série. J'imagine qu'ils ont des options de choix, là. Mais donc, ça touche les titres de Spawn. Mais ça risque de dire que regardez ce qui va arriver aux autres titres du côté d'Image Comics en single. Moi, je ne lis plus en single parce que c'est plus rentable. Ça fait des années que je trouve que c'est excessivement cher. Moi, j'ai des enfants, là, j'ai pas la place. Là. Non, il y a ça aussi. Bon, je sais pour certaines personnes, le single issue demeure c'est quelque chose de très, très nostalgique. C'est comme ceux qui ont toujours consommé les comic books, puis c'est bien correct, mais sachez que vous risquez de payer plus cher dans les prochains mois. Je sais pas, juste rajouter un petit dernier truc, là. Récemment, j'ai acheté un trade de Spider-Man. Je suis la série des Amazing Spider-Man en trade. Elle m'a toujours coûté, cette série-là, à peu près 25$ le trade, ce qui est déjà un peu cher. Là. Ouais. Le dernier, et là, je ne peux pas vous dire si c'est lié. Il n'y a pas plus de numéros, ça j'ai regardé. Il est passé à 37,99$. Ah ouais. Hein. Donc, c'est quand même considérable. Wow! Non, c'est beaucoup de la différence. Oui, là. Mais tu vois, le prochain trade qui est annoncé pour décembre revient au prix régulier. OK. Qui est 25-27 à peu près, là. C'est weird. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour ça. On n'est pas économiste, là, mais c'est vrai. Je sais pas sont où imprimées les bandes dessinées. D'ailleurs, c'est là où je voulais en venir. Okay. C'est que la plupart des bandes dessinées américaines sont publiées à 2 places. Oui, en Chine, mais au Canada. Okay. Donc, il y a très peu de comic books américains qui sont imprimés aux États-Unis. Ils sont imprimés ici au Canada, au Québec d'ailleurs. OK. Donc, il y a
Est-ce que ça se peut que nous, on passe... Ça se peut, je suis encore là pas économiste, mais qu'on passe à côté de l'augmentation de prix à cause que, justement, c'est imprimé ici? Aucune idée. Là, tu me poses une pas. question que je peux pas répondre parce que j'ai pas les skills pour pouvoir vous dire ce qu'il y en est. Là. Tout ce que je suis en train de vous dire, c'est checker vos prix si vous êtes déjà abonné à Spawn en single, puis vous allez voir, ça risque d'augmenter. Là. C'est encore, tu sais, je veux dire, si ça passe de 2,99 à 3,99, puis peut-être que le côté canadien n'augmentera pas, tu sais, que ça va être 3,99 canadien. Ouais, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait aussi, là. Peut-être quand même, tu sais, c'est pas une énorme augmentation comparé que Marvel. Non, c'est énorme, mais je veux dire, comparé à Marvel puis DC qui charge 4,99. Oui, mais ce que j'essaie de dire, c'est que non seulement c'est pour Spawn et Image, mais si ça augmente du côté d'Image... c'est sûr que DC puis Marvel vont... Il y a des chances. Il y a des chances. Puis il y a quelque chose... c'est trop lié. C'est comme, tu sais, ils sont imprimés ici, ils vont être envoyés pour être mis en boîte aux États-Unis. Je sais pas où. Ils vont revenir de l'autre côté de la frontière. Mais c'est sûr que ça va affecter les prix. Puis ça va affecter les trades. Donc, vous allez payer plus cher pour peut-être moins ou sinon la même quantité de stock. Là, je voulais aller là, parce que je trouve que c'était quand même important. Le single issue pendant longtemps, c'était le genre de choses qu'on achetait. T'en achetais plusieurs. C'est ce qui faisait que l'accumulation, c'est ça qui était rentable pour les maisons d'édition. Oui. Il y a une époque, c'était genre des 2 piastres, 1 piastre, qu'importe. Ça a été moins cher que ça. Donc, tu achetais plein de séries, puis tu pouvais t'acheter un single ici et là, vérifier, voir si c'était intéressant, puis si tu voulais suivre. À 3,99 ou 4,99 le single, c'est 5 piastres. T'as pas ce luxe-là. Ouais. Pour un single, on n'est pas un trade, là. On est un single. Non, c'est ça. On parle de comme presque 5 piastres pour 28 pages. Là. Fait que l'exploration par le single, à moins d'avoir une bonne bourse, je sais pas qui peut se le permettre aujourd'hui. Non, parce que tu te prends 10 singles. Exemple, tu suis 10 séries. Ben, c'est 50 piastres. Oui. T'as même pas un trade à ce prix-là. Non. T'as plusieurs séries individuelles. Oui, ouf. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va affecter l'industrie au grand complet. Puis je pense que tout le monde est en train de... C'est pas juste l'industrie du comic, là, on évalue. Mais ce qui me fait suer là-dedans, on pourrait très bien dire, ben là, on n'achète plus ça, puis c'est américain, puis nanana, puis je comprends quelque part la logique là-dedans, mais moi, je pense au comic shop d'ici, je pense au comic shop de Montréal. Oui, aux employés des comic shops, je pense aux artistes qui sont en arrière de cette bande dessinée-là, qui ont comme pas de lien avec rien. Non. Donc, tu sais, si tout le monde, je sais pas moi... si 10% des gens qui achètent des singles, qui arrêtent d'acheter des singles pour une maison, un comic shop spécialisé à Montréal, ça fait mal au portefeuille. Là. Donc, c'est l'autre qui allait avec ça. T'avais-tu autre chose, toi, Yoann? Non, parce que je pense que j'ai pris beaucoup de temps avec la Switch 2. Félicitations à Minecraft, hein? 157 millions, premier week-end. Oui, au grand désarroi des propriétaires de salles, parce que ça semble être un cirque. Je sais pas si tu as vu ça. Ben, j'ai vu des vidéos, mais je pense que c'est pas partout. J'ose espérer que c'est pas partout, mais les gens pètent des coches, pitch du popcorn, c'est comme la fête. Oui, à propos d'une phrase clé, à propos d'un poulet, là, jerk chicken ou whatever. Je suis trop vieux pour savoir ce que c'est. Ouais, moi, j'ai pas beaucoup joué à Minecraft. Qu'est-ce que j'ai joué? C'est super le fun. Ouais. Mais mes enfants aiment beaucoup ça, c'est sûr. Oui, mais c'est des Lego de sa génération. Oui. C'est un excellent jeu, j'ai rien à dire. Je trouve ça drôle parce que les gens avaient encore une fois beaucoup d'ironie autour de la sortie du film. Tout le monde était déjà prêt à détester le film. Puis que mais ça fait de l'argent. Ça fait énormément d'argent. 157 millions en un week-end. Oui, c'est énorme. Dernier truc, avant de prendre une petite pause puis parler du sujet de la semaine, j'avais envie de parler de cette bande dessinée-là, parce qu'on en a parlé à l'épisode 839 ici à l'émission. Je parle de la bande dessinée de Tom King et Elsa Charretier qui s'appelle Love Everlasting, qui va être adaptée selon Deadline au grand écran par Sony Pictures. Et le réalisateur qui est engagé pour ça, c'est un gars qui s'appelle... Lenny Abrahamson, il a réalisé les séries No More People et Conversation with Friends, et ça va être adapté par la scénariste de la série des Kingsmen, Jane Goldman. Moi, j'avais bien aimé la série, je sais que les gens n'avaient pas autant trippé. Mais Le Kingsmen? Non, je parle de Love Everlasting, la série de comic book de Tom King qui sert d'inspiration pour l'adaptation au cinéma. C'est un personnage qui s'appelle Joanne Peterson, qui est prise dans des romance comics. Ça, les romance comics, c'était très populaire à une certaine époque. Ouais. Puis c'était très, très cliché. C'est la fille qui tombe en amour
avec le soldat, avec le cowboy. Puis... On a la version moderne, c'est les films Hallmark. C'est un peu l'équivalent. C'est la femme de carrière qui retourne dans son village. Exactement, sauf que dans cette époque-là, dans les années 50, c'était pas la femme de carrière, c'est la femme qui voulait un mari pour pouvoir rester à la maison. C'est excessivement cliché. Et dans la série de Love Everlasting, dont on a parlé à l'épisode 839, le personnage de Joanne Peterson se rend compte au fil des numéros qu'elle est prise dans des comic books de romance. Oh là là! Donc, quand elle finit par avouer son amour au personnage, là, souvent masculin de la série, ben il y a comme un genre de tueur qui vient les éliminer à la fin du numéro. Puis là, la loupe recommence. C'est comme un genre de Joe de la Marmotte, version comic romance. Puis je pense que les gens n'avaient pas trop aimé sur l'émission le comics, mais moi, j'avais bien trippé jadis. Donc, ça s'en vient et je suis bien curieux de voir ce que ça va être au grand écran. Et la série, jadis, avait été publiée, je pense, autour de 2022. Puis c'était à l'origine une série de Substack. Donc, une série exclusive du Substack de Tom King, puis maintenant elle est publiée chez Image Comics. Le plus récent numéro date de 2002, de janvier, on va le dire, de juin dernier, si je me souviens bien. Donc, c'est ça. Il n'y a rien d'autre vraiment que je peux vous dire là-dessus. Je suis juste bien curieux de voir ce que ça va avoir là aussi au grand écran. Ben, je suis curieux, moi aussi. Tu me l'as bien vendu. Oui, je te le conseille. La bande dessinée est quand même assez intrigante. On va prendre une petite pause juste avant. Je vous rappelle qu'on a un Patreon. Si vous allez sur notre site internet, mystérieuxétonnant.com, il y a un bouton « Faire un don » en haut à gauche. Vous cliquez là-dessus. Ça vous amène vers une plateforme qui s'appelle Patreon pour l'équivalent d'un café par mois. Vous faites en sorte qu'on fait un show à chaque semaine depuis maintenant presque 20 ans. Donc, vous pouvez arrêter, recommencer quand vous voulez. Puis on joue en gang aussi en fin de semaine. Samedi, on était une gang à jouer à Call of Duty. Ouais. Puis on a eu bien du fun. C'est quoi le lien avec le Patreon? Je suis pas trop sûr de catcher. Le Discord. Ah, voilà, merci. Okay. Désolé. Dans ce cas, je sautais une étape. Oui, là, je sautais une étape. Donc, en échange de votre contribution Patreon, vous avez accès à Bifurcation, qui est un podcast exclusif des membres Patreon. En ce moment, on est dans un cycle dédié à Paul Verhoeven. Les prochains films dont on va parler, c'est Total Recall et Basic Instinct. Mm-hmm. Oui, c'est sexuel. Donc, on va en parler. J'en parle avec mon ami Rémi Fréchette, puis on va enregistrer, si tout va bien, en fin de semaine, les 2 prochains épisodes. Sinon, ça ne saurait que tarder. Anyway, quand vous abonnez au Patreon, vous avez accès au catalogue complet de plus de 150 épisodes de Bifurcation. Et aussi, vous avez accès à Discord, qui est le serveur dont Yoann parlait, qui est comme l'Internet, mais sans trop de cul. C'est une super communauté d'échanges, d'articles, de trucs de lecture, de suggestions de whatever, de jeux vidéo. Et on écoute de la lutte des fois le dimanche. Des fois, on joue justement des parties de multiplayer avec des gens sur le Discord. C'est vraiment une super de belle communauté. Je pense que ça vaut l'abonnement. D'ailleurs, si vous vous abonnez au Patreon, écrivez-moi à travers la plateforme. Je vais vous envoyer le lien vers le Discord. C'est pas quelque chose qui est automatique, mais c'est quelque chose qui est simple. Ouais. Et encore une fois, merci à tous ceux et celles qui donnent au Patreon, parce que si on n'a pas la contribution des gens à la maison, je ne peux continuer à payer pour les mystérieux. Je vais devoir mettre la clé dans la porte. C'est pas une joke. Il y a des frais des fois qui pop, puis ça coûte de l'argent faire rouler un Patreon. Oui, malheureusement. Ça a l'air gratos, c'est simple, mais c'est pour ça que des podcasts, il y en a des fois qui font juste 4 épisodes. C'est que ça coûte de l'argent puis c'est du temps. Oui. Donc, vous faites en sorte qu'on peut continuer à exister. On est disponible partout, Apple Podcasts, YouTube Music, Spotify, Amazon Music et plus des 300 dernières archives des Mystérieux Étonnants sont disponibles sur notre site Internet. On est sur Facebook, Instagram et les autres plateformes de bullshit, mais on est surtout sur notre Discord. On revient dans quelques instants avec le sujet de la semaine de Power Fantasy Volume 1 de Kieran Gillen et Caspar Wingard. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, il s'agit d'une bande dessinée de Image Comics de Power Fantasy Volume 1 de Kieran Gillen et Caspar Wingard. Donc, c'est une nouvelle série qui ne se base sur aucun univers déjà préexistant de super-héros. Ça commence dans les... Pas que ça commence, mais je vais vous citer un petit peu l'histoire là, parce que c'est relativement complexe. Oui, vraiment. Donc ça se passe dans les années 40 lors de la création de la bombe atomique. Il y a des personnages hyper puissants. Okay? Il y en a 6 au total qui commencent à apparaître un peu partout à travers le monde, qui ont tous des pouvoirs uniques. Donc, des pouvoirs de contrôler les esprits, tuer des gens à distance, modifier la gravité, d'autres pouvoirs qui ne sont pas encore présentés dans la bande dessinée. Et donc, on est en 1999, plusieurs années plus tard, et comment je pourrais dire ça? Les 6 plus grands super-héros de la planète, même si ce n'est pas des super-héros, mais des êtres puissants, sont comme
C'est des dieux. C'est comme des dieux. Ils sont comme traités comme des dieux, sont vus comme des dieux, sont craints comme des dieux. Oui. Il y a une petite touche de ségrégation à la X-Men aussi. Oui. Où Parce il y a des... Parce que tu as les 6 plus forts, mais tu comprends qu'il y a du monde qui ont des pseudo-pouvoirs. Des petits pouvoirs. Des petits pouvoirs, mais qui n'ont pas quelque chose de super-héros. Là. Non, c'est ça. Exemple, la journaliste est capable de changer la couleur de ses ongles. Donc, c'est ça. Et ceux qui sont super puissants, on les appelle les Atomics. Oui. Et les genres de pseudo-X-Men, des pauvres, comme on vient de les décrire, c'est comme La famille. La famille. Ils les appellent la famille. Ouais. Donc, certains leur vont un culte. Et il y a comme une dynamique entre ces personnages, entre les 6 principaux, antagonistiques, mais en même temps, ils sont liés par le fait qu'ils ont des super pouvoirs. Ils sont liés par une genre d'amitié en même temps, mais comme une amitié toxique, excessivement toxique entre eux autres, mais pas pour tous, mais c'est une amitié complexe. C'est que je pense qu'ils n'ont pas le choix de tisser des liens parce que les humains ou l'humanité les craint. Les gouvernements les craignent. D'ailleurs, le gouvernement américain qui essaie d'en tuer un dans les premières pages de la bande dessinée. Mais il essaie de le tuer parce que lui est en train d'essayer de flexer ses pouvoirs sur Manhattan. Ouais. Même là, il y a une relation très complexe entre l'humain et ces Super 6-là. Donc, OK, ça c'est un petit peu difficile à décrire. Mais on est dans un monde qui est clairement inspiré des personnages de super-héros où la science, l'ultra-science, elle est là. La magie est également présente parce qu'il y a un personnage qui porte un masque un peu à la Dr. Doom, qui est excessivement... qui maîtrise la science, la technologie, mais aussi de la magie. Oui. Il y a une des 6 qui n'est pas vraiment une genre de mutante super-héroïne, c'est un ange. Ouais, elle vient réellement du paradis. Du paradis. Ouais. Il y a un enfer. Oui, comme il y a l'enfer, il y a le paradis, et eux sont sur la lignée unique. C'est ça, la Terre. La Terre, mais qui est comme la lignée de vie unique qui doit être protégée. Oui, exactement. Doit être protégée, oui. Donc, c'est ça. La bande dessinée, là, je vais y aller comme ça là, pour essayer de démarrer la machine parce que ça va être vraiment difficile d'en parler. C'est comme si tu arrivais en milieu d'une conversation puis tu essaies de comprendre de ce que les gens parlaient dans un langage excessivement codifié et de référence que les deux personnes comprennent, mais que toi, tu es comme un inconnu là-dedans. Parce que dès que le départ, tu tombes tu tombes d'un train en marche, tu essaies de retrouver tes repères, tu essaies de comprendre de quoi il s'agit. C'est qui ces personnages-là? C'est quoi leur alliance? C'est quoi ce monde-là dans lequel ils habitent? C'est quoi les règles? Parce qu'il y a une certaine règle. Il y a des personnages qui sont des mutants, il y a d'autres, c'est des personnages qui sont supranaturels, qui ont des origines plus que paranormales. Là. Donc c'est ça. C'est une BD qui est pas facile à décoder. C'est pas nécessairement une lecture pas facile, mais je dirais que on se sent plus désorienté dans le premier numéro, mais là, après, on comprend le rythme de la BD. On voyage dans le temps. Pas voyager dans le temps comme... On nous raconte des pans de l'histoire de ce monde-là. C'est ça. On se déplace dans le temps de morceaux d'histoire. Et c'est comme on découvre les couches de l'histoire au fur et à mesure. Et il y a des choses qu'on a lues qui font plus de sens. Il y a des choses qu'on anticipe parce qu'on commence à connaître les règles et tout. Ouais. C'est juste que ça prend du temps avant que ça se fasse. Il faut être patient. Moi, je pense que c'est juste, dès que tu finis le premier numéro, à partir du deuxième numéro, j'ai trouvé la lecture à partir du deuxième numéro beaucoup plus facile. On dirait qu'on m'avait établi assez de choses, que je comprenais où c'est qu'on s'en allait. Puis après, il nous amenait constamment du mystère, mais je trouve habile. Moi, je la trouve incroyablement habile, la bande dessinée. Ben, justement, t'as-tu aimé ça? Moi, j'ai adoré. Moi, je pense que c'est une des meilleures bandes dessinées que j'ai lues depuis des années. Moi, j'ai eu beaucoup de difficultés à y trouver mon compte. Je vois le génie de la bande dessinée, je vois l'approche que tu viens de décrire, je la comprends, puis je la respecte, puis c'est clairement quelqu'un qui a fait... C'est le gars qui a écrit The Devin and the... fuck, je ne cherche pas le titre là, par cœur. C'est quelqu'un qui connaît ça. OK, il a fait ses classes, OK? Moi, j'ai trouvé que c'était une lecture qui était fastidieuse parce que j'avais l'impression d'être tout le temps de butt of the joke pendant que je lisais la bande dessinée. Ah ouais, même à partir du deuxième numéro, j'avais de la difficulté à trouver mon rythme. L'image d'essayer d'embarquer si tu embarqué d'un train en marche, embarquer d'un train en marche est bonne pour moi parce que tout le long, j'ai l'impression d'essayer de trouver
ou de courir puis de parler en même temps, là, de trouver ton souffle. J'avais beaucoup de difficultés à y trouver mon compte, mais je reconnaissais qu'il y avait un monde qui était plus large, que le scénariste semblait avoir une certaine direction, qu'il y avait une originalité. Il sait qu'est-ce qu'il nous raconte. Il sait ce qu'il raconte. Il y a une originalité, il y a un monde qui est plus large. Il y a une Bible, il l'a écrit déjà d'avance, il sait exactement, je trouve, le rythme, tu le vois dans sa maîtrise du rythme qu'il fait. De nous montrer les choses à certains moments, tout ça. Tu sais, ça m'a pris... Tu sais, le moment le plus désorientant, c'est la conversation entre les deux personnages, je dirais... Principaux au début. Puis leur conversation est vraiment cryptique. Quand j'ai fini le 1966, puis là, boum, on fast en 99. En 99, le moment en 1966, je l'ai trouvé... Je savais pas où c'est qu'on s'en allait. Mais dès qu'on est arrivé en 1999, on dirait que tout de suite, je comprenais le télépathe, le professeur X, si on veut. Oui, c'est un peu le professeur X. Ça. Mais qui est beaucoup plus... pas complexe, parce que le professeur X, c'est complexe. Il est complexe. Il va selon un code éthique qui est personnel. Le bon et le bien n'existent pas pour lui. C'est ce qui doit être fait. Oui, c'est ça. Ouais. Tandis que l'équivalent un peu de la Superman, mais encore plus puissante que Superman, si vous pouvez le croire. Ange. Oui, qui est un ange, qui elle, est née du paradis, puis qui change de famille, puis tout ça. J'ai trouvé ça absolument génial. Elle est morale. Donc, elle... C'est le paladin. Oui, c'est le paladin de l'histoire. Il faut absolument, dans l'absolu, que ça soit le bien. Puis, moi, j'ai tripé très, très fort. Très fort sur la bien. Moi, je vais te dire, c'est une des meilleures BD que tu as lu de jamais? Que j'ai lu dans les dernières années. C'est bizarre, en la lisant, je me demandais si tu allais aimer ça. Je suis hyper excité de lire la suite. Ah oui. Quand j'ai lu la fin, je veux savoir où c'est que ces personnages-là s'en vont. Le personnage, le Dr. Doom, c'est qu'ils sont tous... C'est tous des gens brisés. Oui. Ils sont tous quand même complexes. Ils sont tous fragiles et pleins d'ego. Oui. Et là, tu as comme... Exemple, le personnage de Dr. Doom. C'est un anarchiste. C'est un punk anarchiste qui se part un culte. Puis ça le fait chier. Oui. Parce qu'il est anti-système, mais il crée un système. Oui. C'est comme... Il trouve qu'il est un asshole. Puis il dit à tous ses disciples, je suis un asshole. Ouais. Mais vous autres aussi, vous êtes des assauts parce que vous me suivez. Puis il est comme penché de ça. Puis là, à travers ça, tout le monde joue une game. Tu vois que tout le monde joue une game pour sauver la vie ou peut-être pas. C'est compliqué. Ouais. Puis t'as l'agent d'artiste japonaise fragile que ses émotions semblent conserver un monstre Cthulhu en dessous de l'eau. Ouais. C'est le Godzilla. C'est le Godzilla, mais plus cthulhudien. Là, c'est comme avec les tentacules et tout, là, comme mystique. Et que tu apprends plus tard dans la bande. J'ai peur de la spoiler, c'est à quel point j'ai aimé ça. Non, mais on spoil en partie. Oui, je le sais. Allez la lire, puis là, revenez. Mais ben, franchement, Johan, je t'écoute en parler, puis je pense que c'est vraiment difficile d'en parler, de spoiler cette bande dessinée-là. Oui, mais tu apprends à quel point qu'ils jouent toutes des games, puis tu sais, le télépathe, tu apprends à travers sa blonde, à l'appel... Tu sais, le télépathe, la blonde de l'artiste, puis elle lui dit, tu sais, j'en peux plus. C'est comme, elle est heureuse parce qu'elle est avec moi, mais c'est trop de pression que je vais casser. Puis là, il dit, ben, je peux faire des petites modifications dans ta tête. Je peux t'arranger que tu l'aimes encore puis que tout va bien. Je peux le faire encore. Puis elle fait que quoi, encore? Encore. Combien de fois on a eu cette conversation-là? Bang. Bang. Ouais. Il la change. C'est que lui... Il joue tellement une game immense de contrôle de tout le monde et tout parce qu'il croit à la chose éthique depuis qu'il est tout petit. Ouais, la balance. La balance, tellement fort. Oui. Moi, c'est ce personnage-là que j'ai le plus aimé. Puis, je veux ça être clair là, pour toi et pour les gens à la maison. Je conseille quand même la bande dessinée. Puis, je suis curieux de lire la suite. Sauf que ça a été très difficile pour moi comme expérience de me rendre au bout puis de trouver mon compte. Parce qu'à un moment donné, je donne un exemple. Ouais. Je ne suis pas en train de dire comment il faut écrire parce que la réalité, c'est que je ne sais pas comment écrire. Je ne suis pas un scénariste de bande dessinée, je ne suis pas un scénariste, point. On apprend comme au 5e ou 6e numéro, je ne me souviens plus, qu'il y a un aspect mystique à cet univers-là.
Donc, l'ange, c'est pas juste une appellation. Il y a des hints avant ça. Mais mais la confirmation, elle n'est pas avant le 5e ou 6e numéro. Non, mais c'est ça que moi j'ai aimé. C'est qu'il met des breadcrumbs, il met des petits morceaux de pain, comme la légende avec les enfants et la sorcière. Il met des petits morceaux... il met des petits morceaux de pain tout partout, mais comme souvent très subtils, qui soit confirment ou ça s'en va dans l'autre sens. Ça fait que ça l'a joué avec mon imagination. Je suis parti dans mon imagination avec ça. Mais pour moi, ça a été compliqué. Parce que ce que je voulais dire, c'est que le personnage qui se prétend ange, est-ce que c'est une appellation, est-ce que c'est un nom qu'elle se donne ou elle est vraiment un ange? Puis là, on comprend que non, il y a un aspect mystique. Comme dans les comic books de super-héros, il y a des mutants, il y a des gens qui ont des super-pouvoirs, puis il y a de la magie, puis il y a du supranaturel. Oui. C'est juste que c'est un univers qui est tellement différent de ce qu'on est habitué de lire que la prise en main, elle est tough. Oui, mais la façon que je... Oui. C'est pas... Ça reste pas une lecture facile, puis ça joue beaucoup avec le temps, puis des fois, t'es comme... Tu sais, il a beau mettre l'année, des fois, il faut que tu aies comme une réflexion. OK, correct, non, ça, là, je suis de retour dans le présent, donc elle devrait pas savoir ça. Puis, donc, elle connaît peut-être ce secret-là. Tu es tout le temps en train de... Là où j'ai trouvé que c'était génial, c'est de la façon que tous ces personnages-là utilisent leur pouvoir à différents égards. Il y a un personnage, lui, qui a l'air... Et c'est un niveau là, extra. Là. C'est pas des petits... le gars qui est télépathe, il peut tuer tout le monde. C'est des dieux. S'il veut tuer tout le monde sur la planète, il peut le faire. Il veut, à un moment donné, il faut qu'il élimine toutes les personnes et leurs familles qui ont été en contact avec un savoir. Il le trouve. Il n'a pas besoin de chercher, ça prend une seconde. Il arrête leur cerveau. Le gars qui maîtrise la gravité, il se fait tirer par un rayon. Puis il se fait exploser par le gouvernement américain. Il se réassemble. Oui. Son pouvoir n'est pas un pouvoir de rejeunissance. Son pouvoir, c'est qu'il maîtrise la gravité, donc il peut maîtriser ce qui flotte pas, ce qui reste assemblé ou non. Donc il se recompose et il se tient ensemble le temps que ça régénère. Oui. Ça, j'ai trouvé ça brillant. Le niveau, le high concept de la façon que les pouvoirs sont utilisés, c'est brillant. Yoann a raison. Il y a des pépites dans la bande dessinée. Oui. J'ai quand même rushé ma vie. Puis peut-être que je n'étais pas dans le mood pour lire ça. Puis un point où je trouvais, j'avais le goût, juste quand je lis, j'essaie tout le temps de trouver une espèce de corniche pour me rattacher, pour m'appuyer, pour pouvoir construire à partir de cette information-là. Puis ma corniche, elle a pris du temps avant de se former. Ça a été une longue expérience pour moi. Oui, mais je le comprends. Je comprends ce que tu dis. Puis, mais, tu sais, comme la première fois qu'il semble dire qu'il est un ange, tout ça, tu sais, moi, je l'ai vu au début que c'est comme ça qu'il l'appelait parce qu'elle est différente des autres. Elle est réellement différente des autres. Il voit pas qu'est-ce qu'il y a dans sa tête. Puis je sais même pas si c'est vrai, ça, qu'il ne voit pas dans sa tête. Peut-être un jour, on va apprendre. Il est très manipulateur, ce personnage-là. Ah oui. Mais que s'il voit pas, tu sais, elle a vraiment quelque chose de complètement à part des autres. Puis... Mais elle est liée aussi à ces gens-là qui ont des super pouvoirs. C'est ça que je comprends pas. Elle est arrivée, elle a été envoyée du paradis, mais elle s'en souvient pas. Ouais. C'est ça l'affaire qui est étrange. Elle se souvient pas du paradis. Elle a un vague souvenir. Un vague souvenir. Comme si, en fait, elle pouvait pas le nommer. Comme si elle avait un peu... Tu sais, comme un rêve. Ouais, comme, tu sais, que tu t'en souviens plus vraiment. Puis, je sais pas, il y a comme... été envoyé parce qu'on a utilisé la bombe nucléaire. On a fait exploser Nagasaki, puis... Hiroshima. Tu sais, on a lancé 2 bombes nucléaires, puis c'est comme le paradis a dit « Wow, OK, là, il capote les humains. Faut qu'on envoie quelqu'un. Faut qu'on envoie un émissaire. Puis on va envoyer quelqu'un de incroyablement bon et où que le moral est le plus important de tout. Puis cette personne-là, mais l'explosion nucléaire a créé... C'est étrange parce que tu viens de décrire Superman, un personnage que tu détestes. Oui. Non, mais tu sais... Ah, la vraie raison pourquoi que j'aime pas beaucoup Superman... Parce qu'en réalité, je l'aime, Superman. C'est juste qu'il est souvent mal écrit. Ah, OK. Mais quand il est bien écrit, les petits moments qu'il est bien écrit, c'est un personnage qui est super intéressant. Vous l'aurez entendu au Mystérieux. Oui, mais répétez pas ça à personne. Vous allez avoir faire des avocats. The Wicked and the Divine, la série qui avait aussi écrit, qui jouait avec ces concepts-là de que les dieux sont comme des genres de célébrités. Il y a un peu cet aspect-là. Hein. Il y a certains super-héros qui sont traités comme des célébrités dans l'univers. Ben, il y a quelque chose de super intéressant. Celle qui veut être, celle qui est fragile et qui retient un horreur inimaginable que
les autres 6 en ont peur de cette horreur-là. Puis elle est instable, puis elle veut être un artiste, puis elle veut s'exprimer. Puis finalement, la critique lui donne une critique correcte. Tu sais, pas, mais je comprends ce que tu essaies de faire, puis tu travailles fort, puis tu sais pas, elle l'encense pas tout ça, parce qu'il faut que tu la gardes. Puis tu apprends plus tard que c'est l'autre qui manipule la critique aussi. Il manipule tout. Il joue... Le télépathe, tu parles. Le télépathe. Il joue une game d'échecs immense. En 3 dimensions. Mais il n'est pas le seul à jouer. Je pense que celle qui est 100% morale, je pense qu'elle est un peu naïve. Mais elle se rend compte qu'elle est naïve, puis elle essaye d'empêcher les autres et leurs plans. Et celui qui est le genre de Dr. Doom, punk, tout ça... Clairement, il joue une énorme game. C'est un genre de Loki, celui-là. C'est le Joker du lot. Mais tu vois, j'ai pas l'impression que ça va être le big bad de la série. J'ai l'impression que le méchant, entre guillemets, là, ou avec un M majuscule, c'est quelqu'un d'autre, c'est quelque chose de plus large. Oui. Moi, je pense que le méchant, je sais pas, ça peut-être pas ça, ils vont peut-être en introduire un autre, mais je pense que le méchant, le big bad, ça va être leur relation. C'est ça que je trouve intéressant. C'est la toxicité de leur relation qui fait que tout est si fragile, que la vie sur Terre est si fragile. Ouais. C'est comme une famille qui n'a pas le choix d'être ensemble puis de se voir à Noël, mais qui saillissent tous la face. Certains s'apprécient plus que d'autres, mais en même temps, pas tellement. Leur lien est vraiment ambigu. Tu sais, on a oublié un élément de la bande dessinée. L'Europe a disparu. Elle a été détruite. Elle a été détruite dans un conflit qui est plus ou moins expliqué, là. Oui, c'est le 2e événement de l'amour pour célébrer l'amour. Puis il y avait un super-héros qu'on n'a pas rencontré qui est détruite, The Queen, qu'on va probablement rencontrer dans les flashbacks plus tard. Dans les flashbacks plus tard, qui avait perdu le contrôle, puis de l'arrêter, de l'empêcher de faire ce qu'elle voulait faire, ça a coûté l'Europe. Au complet. C'est quand même terrible. C'est quand même terrible, oui. Ouais. Non, il y a des gros concepts dans cette bande dessinée-là. Je sais pas quoi dire de plus. J'aurais aimé ça plus apprécier ma lecture. Je vois que tu as trippé. J'ai plus que trippé. Là. J'ai adoré. Je suis quand même curieux de lire la suite, juste pour voir. Parce que j'ai l'impression que ça va être quelque chose qui va rapporter sur le long terme. Oui. Mais il faut vraiment être dans un état d'esprit particulier et concentré pour la lire. Parce que certains des détails que tu mentionnes, je m'en suis pas rendu compte en la lisant. Tu sais, tu parlais du monstre genre d'octopus que la fille... J'ai pas catché ça. Je viens de réaliser que c'est dans une peinture qu'elle a faite. Donc, en tout cas, c'est un lien avec ça. Donc, c'est particulier. C'est unique. Je souhaite qu'il y ait une suite. Je souhaite pas 10 000 trades, par contre. Je veux quelque chose qui se complète relativement tu sais, je pense qu'un 6 trade... Je sais que c'est peut-être beaucoup, mais un 6 trade, ça serait parfait pour raconter toute l'histoire. Puis, je pense pas que ces gens-là peuvent survivre. Non, je pense pas. Je pense que s'il y en a qui survivent, il y en a pas beaucoup, au final. Non, parce que je trippe très fort. Excellent. Ça Puis, fait... Oui. J'aime comment ils jouent avec... L'écrivain est habile de faire... Tu sais, il y en a un qui est ultra éthique, puis l'autre, c'est tout ce qui est important, c'est le moral. Puis là, c'est le chaos. Il y en a un, c'est le chaos. Elle, exemple, elle prend une décision à un moment donné pour... Elle étant qui? L'ange. Okay. Et elle décide de détruire toutes les bombes nucléaires à Cuba, puis en Turquie. Mais ça, c'est une bonne chose. Comme ça, elle règle la guerre froide. Mais ça déboule toute une chose aussi qui décide de la tuer. Oui. Puis à cause de ça, il y a 10 000 personnes autour d'elle qui meurent. Parce qu'il la bombarde. Avec une bombe nucléaire. C'est ça, exact. Puis elle s'en veut parce que si elle n'aurait pas pris son choix qu'elle pensait qu'il était bien, tout n'aurait pas découlé. Il y a comme... Tout est connecté ensemble. Elle se fait bombarder. Il y a un truc vraiment fun, qui est quand même intéressant. Elle va visiter la Maison-Blanche, puis c'est Nixon. Parce qu'elle sait que c'est lui qui a donné l'ordre. Puis elle est irradiée dans ce moment-là. Fait qu'elle tue pas tout le monde sur le coup, mais elle les tue par après. Oui. Sur le long terme, ils développent des cancers. Puis que leurs organes ont fondu dans les jours à suivre. Ouais, c'est ça. Puis elle n'y a pas pensé sur le coup. Tu sais, elle est allée les voir, pas pour les tuer, pour leur dire « Arrêtez, vous pouvez pas me tuer. » Puis là, vous avez tué 10 000 personnes. Elle était même pas dans un mode « Je vais me venger et vous tuer. » Non, elle était dans un festival de musique, je pense. Oui. Puis elle était libre, elle était topless, elle dansait, elle était heureuse. Ouais. Puis ils ont enlevé ça. Mais même quand quelqu'un a fait quelque chose de cruel comme ça, elle est tellement dans la bonté
qu'elle voulait juste les avertir avec sa rage, puis elle s'est retrouvée à les tuer, puis là, elle s'en veut. Sais-tu qu'est-ce que c'est, cette bande dessinée-là? C'est l'archétype des bandes dessinées de super-héros, mais avec les répercussions que ça entraînerait. Ouais. Prends ce monde-là fantastique des super-héros, Marvel, DC, qu'importe. Et là, tu montres les conséquences. Parce que cette bande dessinée-là, c'est une bande dessinée de conséquences. Chacun des choix est pris, entraîne des répercussions. Puis ces choix-là sont moraux, des fois ambigus, des fois éthiques, mais qui vont amener des gens à souffrir. Oui. Puis ça, je peux pas rien enlever à la bande dessinée, c'est réel. C'est fort. C'est fort de la part de l'équipe. Oui, j'ai trippé. J'ai trippé. Puis, tu sais, il y a plein de choses dans le détail. Tu sais, juste la confrontation avec le robot puis l'aéroport. Oui, le robot. Ah oui. Tu sais, tu comprends à quel point celui qui est éthique, comment il est calculé. Parce qu'il s'attendait à ce que le chaos essaie de l'attaquer à travers cette personne-là. Ça fait qu'il a mis une time bomb dans l'esprit de sa famille. Dans l'esprit de sa famille, que s'il ne rentre pas dans la tête pour remonter la bombe à cause du décompte, sa famille va mourir. Tu sais, ils jouent dans la subtilité puis dans le jeu d'échecs entre eux autres, tout en essayant de sauver l'humanité parce qu'ils aiment tous l'humanité, apparemment. Ou presque, c'est ça. Il y en a pour certains, c'est ambigu, mais on dirait qu'ils veulent sauver l'humanité. Je sais pas, je suis juste excité de voir la suite, mais là, je pense que le trade, ça va prendre du temps parce que la nouvelle BD est sortie récemment, en février. C'est considéré une des meilleures bandes dessinées de 2025 pour l'instant. Ah, ça, je trouve ça tough. Il faut que j'attende. Ah, ben, si tu veux attendre entre 6 mois et 1 an. Oui, pour pouvoir aller plus vite. La bande dessinée dont on parlait, ça s'appelle The Power Fantasy Volume 1. C'est disponible chez Image Comics de Kieran Gillen et Caspar Wingard. Merci, Johan. Ben, merci, Benoît. On se revoit la semaine prochaine. Faites attention à vous autres. Puis la semaine prochaine, on parle d'un film douteux avec Simon. Et allez faire un tour sur notre Patreon si vous avez la chance. Bye bye. Bye bye.